Parce que vivre sans lire, c'est être un professeur sans élèves. C'est ne pas pouvoir réaliser sa vocation. Hotep, shalom salam, bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous vous portez au moins aussi bien que la beauté sur le visage d'Anok Yahi ou que la vente de crème éclaircissante dans les rues de Dakar. Bienvenue dans votre émission, La Librairie Africaine. Vous le savez, cette émission non seulement vous convoque, mais surtout vous invite à prendre en main votre destin, en partant du principe que le monde est divisé en deux catégories, avec d'un côté ceux qui subissent le réel et de l'autre ceux qui le forgent. Autrement dit, ceux qui ne lisent pas et ceux qui lisent, s'instruisent, argumentent, s'élèvent par le débat contradictoire. Ça se résume en un mot d'ordre. Lisons ou mourons. Le mot d'ordre que nous avons adopté, le mot d'ordre que nous vous invitons à adopter. Aujourd'hui, nous avons convoqué l'histoire. Et je pèse mes mots. Nous avons pris le risque d'aborder un sujet, sans doute le sujet le plus sensible qui soit, en tout cas en France. Je ne vous en dis pas plus. Laissez-moi d'abord le soin de vous présenter les deux frères qui vont m'accompagner au cerveau, comme vous le savez, puissant, au verbe fin. Commençons par le frère que je ne présente plus, mais je prends toujours plaisir à présenter, le frère Mbeko. Merci Herman, merci pour cette présentation. Sois le bienvenu chez toi. Et le frère réalisateur, multicasquette, rhéteur, professeur, le frère Fabrice, sois le bienvenu. Merci beaucoup Herman, ravi d'être avec vous aujourd'hui. Plaisir partagé. Avant de vous présenter l'invité, l'auteur qui va se joindre à nous dans une discussion, je prends quand même une précaution. Une fois n'est pas coutume. Nous allons nous inscrire dans une logique un peu nietzschéenne selon laquelle il n'y a pas de phénomènes moraux. Il n'y a que des interprétations morales des phénomènes. Et aujourd'hui, nous allons mettre de côté un peu la morale. Nous allons essayer d'argumenter, de trouver une réflexion, d'accepter des divergences. Donc celles et ceux qui ont une âme un peu sensible sur ces sujets-là, attachez vos ceintures ou passez à côté. Ceci étant posé, nous pouvons maintenant planter le décor sur lequel nous allons cheminer. La chapelle Sixtine, la tour Eiffel, la richesse des nations, le CAC 40, les buildings, la fusée. Derrière ces réalisations se cache une main, la main de l'homme blanc. Le génocide des Amérindiens, le commerce triangulaire, la Shoah, la destruction de la Libye et de l'Irak. Derrière ces autres œuvres se cache la même main, celle de l'homme blanc. Aujourd'hui, au XXIe siècle, ce double visage, cette double réalité fait l'objet d'un bilan aux allures de procès. On appelle ça le mouvement woke ou le wokisme. Et il se trouve que dans ce procès de l'homme blanc ou de l'homme dit blanc, nous verrons par la suite, nous avons en France un auteur qui a décidé, plutôt que de fourvoyer, de ne pas regarder en face cette appellation, a décidé de prendre à bras-le-corps cette réalité, de la confronter sur le terrain intellectuel. Il s'agit de Julien Rochdy qui publie cet ouvrage « Qui sont les Blancs ? Généalogie d'une identité interdite ». Monsieur Rochdy, soyez le bienvenu. Bonjour, merci beaucoup pour votre invitation. Je suis ravi d'être avec vous pour pouvoir discuter de ce sujet interdit dans bien des médias, mais pas ici, donc vraiment ravi. Très bien. Merci à vous d'avoir accepté, parce que comme on en parlait juste avant de commencer, rares sont les femmes ou les hommes, blancs ou noirs, qui acceptent publiquement de venir confronter leurs idées quand ils en ont, et qui acceptent publiquement de participer à un débat contradictoire, bienveillant, courtois, rigoureux, parfois un peu rugueux, mais qui pour moi est indispensable. Donc je tiens publiquement à vous remercier, puisque bon nombre de femmes et d'hommes qu'on a pu solliciter en amont n'ont pas votre courage. Moi, j'ai accepté immédiatement, pour plein de raisons. Déjà parce que c'est un sujet qui est effectivement interdit dans les médias mainstream, mais ce n'est pas un sujet qui est tabou pour moi. On peut parler de l'identité européenne, y compris avec des Africains. Je trouve ça très intéressant.
Et en plus, je suis partisan de discuter de la discussion entre communautés sans les intermédiaires. Et je trouve ça bien de pouvoir parler directement avec vous sur tous ces sujets et éventuellement aussi de l'identité africaine qui m'intéresse également. Très bien. Alors, après ces formules de politesse, on va revenir rapidement d'abord sur votre parcours personnel, Oui. avant d'étendre l'échange à justement à ces dimensions identitaires, collectives, ou parfois même confrontationnelles. Alors, quel a été votre environnement familial, notamment dans le rapport au livre et à l'écriture? Alors moi, j'ai coutume de dire que je ne suis pas du tout issu d'un environnement d'extrême droite, par exemple, identitaire. Moi, je suis vraiment un petit Français des années 80-90, élevé dans l'ambiance, l'atmosphère intellectuelle de la fin de l'histoire. Donc l'idée que bah, vous connaissez, hein, la fin de C'est l'Union Fukuyama? soviétique, l'Amérique triomphante, Fukuyama, le monde entier va se réunir dans une mondialisation heureuse, les démocraties libérales vont prospérer. Alors Et attendez, vous allez très, très vite. Ah, enfant, vous n'aviez pas toute cette conscience-là? non, bien sûr que non, non. Ce Voilà. que je veux dire, c'est que on était dans cette atmosphère. Oui, mais vous, On y à croyait. la Ben maison? moi, je pensais ça, et d'un point de vue purement personnel, j'étais vraiment dans cette logique aussi colorblind, OK. c'est-à-dire indifférent total aux couleurs. Bon, mes meilleurs amis étaient africains. Je veux dire, pour moi, les couleurs ne signifiaient rien. Ils le sont toujours ou ils le Ils le sont? sont toujours, bien OK, sûr. Alors, plus qu'un maintenant, mais qui est un frère, parce qu'on a été élevés ensemble. OK. Je dis pas ça pour dire j'ai un ami noir, hein, c'est pas, je suis pas Non, Yves non, mais Morano, j'en ai rien à faire, c'est un fait. c'est un fait. Et ça participe justement de ce que je suis en train de vous dire. À savoir que pour moi, les couleurs n'existaient pas, quoi. Je regardais Will Smith à la télévision, c'était mon héros. Je veux dire, on était vraiment dans un monde qui était assez optimiste, je trouve, dans ces années 90. Puis ça a changé après. Donc, je viens pas du tout d'un environnement d'extrême droite, raciste, identitaire, etc. J'ai passé mon adolescence, ma jeunesse avec plein d'individus de différentes communautés. Et je me suis aperçu d'ailleurs, ça a peut-être été les prodromes, les débuts d'une certaine intuition étrange, en tout cas disruptive, comme dirait l'autre. Je me suis aperçu que en friant avec des gens de différentes communautés, eh bien, on était souvent renvoyé à sa communauté d'origine identitaire. Moi, j'ai passé mon adolescence avec des Arabes, des Gitans, des Asiatiques, des Africains. Et très souvent, je racontais cette anecdote dernièrement, dans les fêtes foraines, tout ça, dès qu'il y avait des jeux, on me disait: «Ah, c'est le français, le blanc contre le machin», et moi qui étais issu de ce monde-là où on est tous pareils et ça n'existe pas, et ben, j'ai commencé à réaliser que, bah, non, j'étais renvoyé aussi à une identité française, blanche, et que tout le monde se définissait identitairement, si je puis me Donc permettre. c'est intéressant, si je me permets de vous couper, c'est que votre identité dite blanche vous est venue de l'extérieur. C'est les autres qui vous ont nommé comme tel. À la maison, Je ne sais pas si ça a dans été votre vraiment vaisseau familial, le votre père, votre mère, ouais. quand ils racontaient, ils ne vous inscrivaient pas dans une dimension dite Non, raciale. non, je vous dis, ça n'existait pas dans la mentalité moyenne française, Mmh. et française en plus, hein, parce que le monde occidental était tendanciellement comme ça, mais les Français encore plus, parce que les Français, en plus, il y a une longue histoire universaliste, d'arrachement aux patries charnelles pour la création d'une citoyenneté abstraite, etc. Mmh. Donc j'étais vraiment dans cet esprit. Jamais ma famille m'a dit: «Tu es blanc» ou «Tu es même français». Je veux dire, c'était des trucs, on était très cosmopolite, quoi, dans nos esprits. Et peut-être que ça a commencé effectivement à ce moment-là, je sais pas, il faudrait que je fasse une recherche psychologique approfondie. En fait, ma Je ne l'ai question, pas c'est fait. est-ce que vous l'avez vécu, cette identification à une identité dite raciale, comme une forme d'insulte, comme une forme de réduction, ou tout simplement une description? Alors au début, non, c'était plus sur une curiosité, et puis, vous aviez parlé tout à l'heure de lecture, et j'abonde évidemment dans votre sens, parce que moi je me suis mis à lire assez jeune, et c'est aux alentours de mes 14-15 ans que j'ai commencé à lire sur mon histoire, l'histoire de mon pays, l'histoire de la France. Et qui vous a initié à la lecture? En fait, je voyais mes parents lire plutôt des romans, donc c'était quelque chose qui était habituel dans ma famille de lire, pas forcément des essais, des choses un peu plus profondes, mais la lecture était Une sorte de naturelle. déterminisme familial? Oui, peut-être. J'avais un grand-père professeur, donc je discutais beaucoup avec lui d'histoire, etc. Mais je pense que c'est une dilection aussi personnelle, hein. J'avais le goût à cela. Donc ça n'a pas été un acte révolutionnaire pour vous que de lire dans le cadre Non, familial? non. C'est un Mais prolongement? ce qui a été un acte révolutionnaire, c'est de me mettre à lire, enfin révolutionnaire, j'entends, Oui. hein, c'était de me mettre à lire à partir de 14-15 ans, 16 ans, de plus en plus, à un moment où les jeunes, normalement, ont autre chose à faire, quoi. OK. Et lire des choses, voilà, sur l'histoire, la philosophie, etc. Et à ce moment-là, je vous avoue que j'ai eu une sorte d'épiphanie intellectuelle et même anthropologique, j'allais dire,
parce que c'est à ce moment-là que je me suis mis à être fier de ce que j'étais, d'une identité. Je me suis mis à découvrir une identité charnelle Mmh. qu'encore une fois, je ne connaissais pas jusqu'avant, quoi, D'accord. juste avant. Laquelle? Bah, ça a commencé par l'identité française, OK. l'aspect purement nationaliste, français, bleu, blanc, rouge, l'histoire, Napoléon, etc., la grandeur. Et en fait, ça veut dire quelque chose, parce que finalement, le jeune blanc que j'étais avait besoin, à la sortie de ces années 90, début 2000, de retrouver une fierté à travers son histoire, et vouloir proclamer cette fierté, et vouloir la grandeur renouvelée de son pays, de sa civilisation, etc. Et c'est Mais à quand vous partir dites de là que j'ai retrouver, commencé à cheminer. Quand vous dites retrouver, Ouais. euh, euh, je j'en peux, Herman, prie. mais retrouver cette fierté par rapport à quoi? Est-ce que est-ce qu'il y avait un relatif concret, ou est-ce que c'est parce que justement entre jeunes, on vous, par effet miroir, on vous disait, ben voilà le blanc parmi nous? Est-ce que c'était par rapport à ça ou... Alors, il y avait peut-être un petit peu de ça, Mhm. mais aussi, il faut bien comprendre, peut-être que c'est des choses qui, effectivement, aujourd'hui, ne sont plus perçues. J'avais le sentiment, vous avez parlé de Nietzsche, c'est très intéressant parce qu'il a eu un rôle important aussi dans cette histoire. On avait le sentiment, nous, jeunes Français blancs des années 90, peut-être pas tous, mais en tout cas, moi, je l'avais très fortement, que il y avait quand même une sorte de culpabilité qui était entachée, qui était attachée à notre identité. C'était pas bien d'être blanc, c'était pas bien d'être français. On était quand même responsable de la Shoah, beaucoup. Les années 90, on a beaucoup parlé de cette question. On était responsable de la colonisation, bien sûr, du racisme, et cetera. Et du coup, en fait, quand je me suis réapproprié mon identité, quand j'ai souhaité en être fier, ça a été comme une épiphanie, je disais que c'était comme une libération. C'est-à-dire que d'un coup, waouh! J'avais le droit d'être qui j'étais, j'avais le droit d'être fier de ma famille, de mes ancêtres, de ma généalogie. Et ça, c'est quelque chose qui m'a fait du bien. Et je sais que en Occident, beaucoup de jeunes blancs se réveillent à cette fierté-là parce qu'ils veulent aussi se dégager, se débarrasser de toute cette chape morale très moralisante, très moralisatrice, qui est presque de la moraline, quoi, qui pèse sur eux depuis des années, et en particulier dans ces années 90, années 80 et début d'année 2000, où cette chape, encore une fois, était très puissante. C'est un retour à soi presque réactionnaire, pas? Oui, je sais pas si on peut appeler réactionnaire le retour à l'identité, je pense que c'est une source, ou alors dans la définition la plus belle de la réaction, à savoir retourner aux En sources, source, voilà, c'est ça. pour se régénérer et repartir de l'avant. Donc c'est comme ça que ça a commencé. Et quand vous dites nous, les blancs, c'était hommes, femmes confondus? Oui, je suppose, bien sûr. Et, dans la réaction Oui. à laquelle on assiste aujourd'hui dans tout Alors, l'Occident, si je pose la question, ouais, je prolonge, c'est pas par hasard. C'est qu'aujourd'hui, précisément, au même titre que l'esclavage a reçu son premier coup de butoir idéologique par l'intermédiaire d'une femme blanche qui a rédigé La Case de l'oncle Tom en 1851, en France, en Occident, la charge la plus violente ont d'abord été menées à l'endroit de l'homme blanc par les femmes blanches, notamment Susan Sontag qui, en 1967, avait, dans une fameuse citation, expliqué que la race blanche est le cancer de l'humanité. mmh, Donc c'est une phrase oui, oui, bien sûr. secouée et qui incarne cette repentance, cette culpabilisation. Oui, oui, elle était communiste, Voilà. tout ça, bien sûr. Mais après, il n'y a pas eu que des femmes, hein. La remise en question de l'homme blanc dans son histoire, le sanglot de l'homme blanc, etc., Voilà. c'est une vieille histoire. Bon, on peut en parler. Après, il y a plein de raisons, c'est intéressant. Mais je voulais terminer là-dessus. Il faut bien comprendre que la réaction qu'il y a en Occident, d'une manière générale, mais on va parler que du cas français, cette réaction nationaliste que l'on voit dans les sondages, qu'on appelle la poussée de l'extrême droite, etc., provient beaucoup de cet effet psychologique que je viens de vous raconter. Ça provient de problèmes économiques et sociaux, ça provient de l'immigration, de la sécurité, etc., c'est-à-dire des choses concrètes. Mais il y a aussi dans l'âme des peuples des éléments psychologiques. Et je pense que ce que j'ai vécu à titre individuel se vit au niveau collectif. C'est-à-dire qu'il y a eu un trop-plein chez les Blancs de culpabilisation dans ces années-là. Et forcément, c'est comme une cocotte minute, vous savez, la culpabilisation. Au bout d'un moment, si vous la mettez à un niveau trop puissant, ça finit par péter. Et c'est ce à quoi on assiste aujourd'hui. Si vous la mettez à un niveau faible, ça ramollit. Mhm. C'est exactement ce qui arrive, à mon avis, aux Européens depuis des années. Mais si vous la mettez à un niveau trop élevé, ça pète. fait. Et voilà. Et c'est ce qui se passe, à mon avis, Et ça en donne Europe. Donald Trump à la Maison-Blanche. Exactement. D'accord. Et quand vous dites l'âme des peuples, parce que c'est une notion qui prête à confusion, qu'est-ce que vous entendez par là? Qu'est-ce qui définit un peuple et Alors, êtes-vous sûr qu'il y a une âme? bah ça, c'est l'âme des peuples. Oui, c'est une sorte d'essentialisation, mais qui est intéressante parce qu'elle peut aussi s'analyser par l'histoire, tout simplement, hein. Les sociétés sont déterminées par plein d'éléments. Moi, je crois que le topos, c'est-à-dire le climat, quand j'en parle dans mon livre, hein, le climat, la géographie,
oui, les territoires induisent un ethnos, conduisent à un ethnos qui lui-même projette un logos. Vous avez d'abord topos, ensuite Mhm. ethnos et ensuite logos. Et c'est ça qu'on pourrait résumer par âme des peuples, associé en plus Mhm. aux accidents historiques, à l'évolution historique, où là vous avez différentes empreintes culturelles qui peuvent intervenir, une religion, etc., où là vous pouvez changer cette âme justement des peuples. Mais oui, je pense qu'il y a des constantes. Je pense qu'elles se vérifient toujours, et je pense que d'ailleurs qu'il est bien qu'il y ait des constantes. Moi, je suis pas communiste. Je Mhm. pense pas que nous soyons que des pages blanches, D'accord. et que je pense que nous sommes issus de plein de déterminismes. Et le peuple duquel nous sommes issus est un de ces déterminismes. D'accord. Donc le marqueur premier serait la dimension ethnique. Je pense que c'est une association. C'est le topos, c'est-à-dire la géographie, qui joue aussi. L'ethnicité, bien sûr, la famille. Il se passe plein de choses dans les familles, vous savez, hein, sans parler, sans aller même sur des notions génétiques ou de race. En fait, quand vous êtes élevé dans une famille, ben, vous recevez plein d'influences, une façon de parler, des odeurs, des goûts, et ça vous influence énormément. Et ça, c'est ce qu'on appelle le peuple, en fait. Ça vient de là. Et donc, ça peut vous influencer. Puis après, vous avez aussi un logos auquel vous êtes confronté, la lecture, l'école. Bah, forcément, ça va influencer la forme de votre esprit, votre façon de penser, votre façon de voir, votre esprit critique. Et tout ça agit comme des dialectiques multiples Mhm. dans chaque individu. Et c'est en cela, à mon avis, que c'est intéressant de s'intéresser d'approfondir les notions d'identité. D'accord. Donc selon vous, les enfants de Bernard Arnault, par exemple, et les enfants des Gilets jaunes ah, sont constitutifs de la même âme. Je pense qu'à titre collectif, oui, il y a une expression générale. Ok. Alors après, bien sûr, ils vont être totalement différents parce que l'aspect social est un déterminisme, évidemment, un Mhm. déterminisme très puissant. Selon que vous soyez riche ou pauvre, élevé dans Paris 16e ou en banlieue, évidemment que vous n'allez pas avoir les mêmes habitudes culturelles. Mais je pense que le fils de Bernard Arnault et le fils du Gilet jaune a subi enfin, indirectement et inconsciemment, des empreintes culturelles profondes et ethniques qui sont à peu près similaires, oui, en Mhm. effet. Ok, vous avez un exemple, parce que le mot empreinte que vous utilisez, enfin, c'est le fil rouge de tout votre ouvrage. euh, c'est vrai qu'il est assez flou. On n'arrive pas vraiment à y associer quelque chose de concret. Bah, c'est très simple, je pense que pour vous donner un seul exemple, Mhm. je pense que le fils de Bernard Arnault est issu d'une civilisation qui a été très influencée par le christianisme, par exemple, Mhm. exactement comme le fils du Gilet jaune. Et dans la façon de penser, la façon d'aborder la morale, la façon d'aborder certaines relations sociales, eh bien, il va y avoir Similitude. des similitudes. Mm. Même si, évidemment, leur vie concrète va être différente du fait de leur richesse. Mais ils sont issus d'un bain culturel Il y a un tronc qui commun. se ressemble bien à un Il y a tronc un commun, tronc commun. exactement, une trame commune. Ouais. Mais une trame commune, ça ne veut pas dire fabriquer des clones, hein. Ouais, bien sûr. Les familles peuvent être différentes et peuvent être issues pourtant de même socle. La variabilité est toujours grande au sein des identités. Et d'ailleurs, la variabilité, c'est l'expression même de l'humanité. C'est le fait que bah, nous soyons tous différents. Les peuples, même au sein des peuples, vous êtes différents. Même avec vos frères, dans vos familles, si vous avez des frères et sœurs, vous êtes différents. Mais bien sûr. Donc, il peut y avoir de grandes différences de comportement, d'esprit, mais il y a quand même un nom. Et c'est ce que j'utilise exactement cet argument sur la question des Blancs, en faisant le parallèle avec les familles, justement. Mhm. Deux frères issus d'une même mère et d'un même père peuvent être très différents. Mhm. Pourtant, il n'en demeure pas moins qu'ils ont le même nom de famille et qu'ils ont, mine de rien, toujours des similitudes, le tronc commun dont vous parlez. Bien sûr. Alors, est-ce que c'est un tronc commun extra-épidermique? Est-ce que le fils de Bolloré, qui a une âme et une souche commune avec le fils des Gilets jaunes, est-ce qu'il s'inscrit aussi pour un fils de Gilets jaunes qui a eu origine de parents nés au Congo, par exemple? Je pense que c'est plus compliqué, parce qu'il n'y a pas ce tronc commun. Par le christianisme, j'entends par là le relatif de la question qu'on se posait sur le christianisme, par exemple. Il y a des parcours qui peuvent évidemment se réunir, parce que l'aspect social des choses peut créer des liens fonctionnels entre les gens. Et le lien fonctionnel va créer évidemment des habitudes aussi différentes. Si on travaille dans la même entreprise, on va forcément, quelle que soit votre origine, quelle que soit la trame de laquelle vous venez, on va avoir un intérêt économique à travailler ensemble, donc on va discuter, donc on va créer évidemment une sociabilité qui va permettre à un modus vivendi une vie en commun, c'est clair. Mais ça n'enlève rien à la trame de Sociabilité, laquelle mais nous pas venons. l'âme, pour le coup. Voilà. C'est-à-dire, c'est pas en Ou alors, profondeur. il faudrait que je travaille avec vous Voilà. pendant plusieurs siècles pour qu'un jour nous ayons exactement la même âme culturelle. Bon, je ne sais même pas si ça existe, une dynamique communisme. C'est pour ça que je pose la question. Ouais. Donc, si je comprends bien, selon vous, on est plus les enfants d'un héritage, voire même ethnique, que les enfants d'un environnement. C'est-à-dire que si vous, pour reprendre son exemple,
Si vous grandissez, vous avez évoqué tout à l'heure certains de vos meilleurs amis qui étaient afro. Donc Mathieu, Moussa et Mohamed qui grandissent dans le même HLM, qui adorent les mêmes joueurs de football, qui regardent les Chevaliers du Zodiaque ensemble, qui apprécient la même musique. En dépit de cela, si on met de côté la dimension mémorielle que pourrait apporter justement la lecture de tel ouvrage auquel ensuite les identifications pourraient diverger, si on se limite à ce cadre-là, vous estimez qu'il y a quand même une différence qui va poindre et qui va donner lieu tantôt à soit une friction, soit une mise à distance. Ben, en fait, j'ai déjà un petit peu répondu à cette question en parlant des familles. Ok. C'est-à-dire qu'ils peuvent vivre dans le même HLM, mais si les familles viennent d'horizons totalement différents, il va y avoir évidemment une ressemblance, parce que si vous jouez au foot, c'est ce que je disais, il y a des liens qui sont fonctionnels, qui se font naturellement. Mais si vous avez une famille de, je sais pas moi, d'Ardéchois dans ce HLM, catho, très enracinés, je sais pas, dans une culture provinciale, j'en sais rien, et puis vous avez à côté une famille d'origine arabe avec disons une famille marocaine, musulmane, etc. Ben, vous allez créer évidemment deux enfants qui peuvent très bien être potes, jouer au foot ensemble et avoir une vie en commun, évidemment. Mais ils viendront tous les deux d'une trame, même s'ils vivent dans le même HLM et qu'ils ont froid au même moment quand il fait froid, quand c'est l'hiver, ils viennent d'une trame, d'empreinte culturelle Différente. qui Moi, je qui parlais plus resteront au niveau différentes. de. Mais Moi, je parlais plus- ce qui est intéressant dans votre ouvrage, parce on est là pour parler de ça aussi, c'est que le seul moment où vous acceptez que cette trame culturelle, ce tronc commun dont vous parlez, cesse ou disparaisse, c'est quand il y a une conversion à l'islam. Vous en parlez au début, où vous dites que le moment où il y a cessation entre cette identité initiale, l'âme dont vous parlez, et l'identité actuelle, c'est quand un homme ou une femme qui initialement était catholique devient musulman et qui du coup épouse les mœurs et épouse les pratiques musulmanes de façon consciente et de façon délibérée et du coup est en rupture avec son âme initiale. C'est le Oui, seul moment, y compris. bon, c'est pas le seul, il peut y en avoir d'autres, mais en fait, si on comprend, comme De votre manière je le fais explicite. dans le livre, le christianisme comme étant une expression de l'âme européenne, Oui. en tout cas une religion qui s'est très vite mariée à l'âme européenne, pour plein de raisons que j'explique, tandis que l'islam est une expression du monde oriental, même dans la façon d'appréhender la divinité, rapport de soumission, rapport au rite, La langue. rapport à l'ordre, à la loi, alors que le rapport à la religiosité européen est beaucoup plus de l'ordre de l'intime, du personnel, du cœur, de la liberté vis-à-vis du divin. Et un divin qui est très humanisé. Hein. C'était à l'époque, chez les Grecs, les dieux étaient des hommes presque comme les autres. Puis ensuite, Dieu s'est fait homme avec le christianisme. Et après, avec l'humanisme, c'est les hommes qui veulent se faire Dieu. Il y a une trame commune, encore une fois, dans cette histoire des Blancs. Donc simplement, je dis que lorsqu'un Blanc, effectivement, décide de devenir musulman et adopter pour lui une religion qui ne vient pas de ses latitudes, eh bien oui, il passe dans une autre sphère culturelle. Et après, ça peut créer évidemment un métissage. Le métissage existe. Bien sûr, Mais bien sûr. bon, il passe quand même d'un côté, de l'autre côté de la Méditerranée, si je puis dire. Très bien. Tout en restant en France. Tout en restant blanc. Mais parce qu'il faut bien comprendre ça, c'est qu'une identité, c'est un ensemble de choses. J'ai parlé de dialectique. Ouais. Dialectique, ça ne veut pas dire que c'est que ça. Oui. Si je vous dis être blanc, c'est juste avoir des gènes blancs. Non, il y a des blancs qui ont des gènes blancs, mais qui sont culturellement, comme on vient de le dire, tout à fait, je sais pas moi, orientalisés ou asiatisés, j'en sais rien, ou africanisés. C'est un ensemble de choses. Et à côté de ça, il y a aussi des Africains, j'en connais, qui sont entièrement dans le bain culturel européen et qui sont, on les appelle les Bounty, hein, vous connaissez, vous les assimilez, qui sont tout à fait européens dans leur façon d'être, de Bien penser. sûr. Donc c'est un ensemble de choses, mais la masse, quand même, dit quelque chose. C'est-à-dire que tous les Africains ne pourraient pas devenir Européens et tous les Européens ne pourraient pas devenir Africains, Arabes ou que sais-je. Encore heureux, parce que ça serait triste. Et encore Ça serait heureux, triste bien parce sûr. que c'est une diversité, c'est un enrichissement aussi pour nous. Exactement. J'ai trouvé le livre intéressant. D'ailleurs, le début du livre, puisque moi-même, pour me rapprocher de mon identité, je me suis toujours questionné. Et m'étant questionné, j'ai découvert des ouvrages qui m'ont amené à accepter ma part occidentale, puisque je suis français, me rapprocher de mon africanité et donc de percevoir le monde d'une manière complètement différente. Ce qui m'a intéressé, c'est que j'ai lu un certain nombre d'ouvrages et que, alors les grammairiens diront que
que je m'exprime en autonomase, mais il y a une dimension très diopienne dans votre ouvrage, c'est que vous commencez comme Cheikh Anta Diop qui disait qu'il existe le bloc septentrional et méridional, et que justement, ce que vous appelez le climat a créé une typologie d'individus avec une philosophie, avec une perception du monde, adaptée justement à cet environnement. Et vous avez commencé pile avec ce moment-là. Donc ça commence à m'intéresser en me disant, ah d'accord, c'est très intéressant. Et le fait justement de cette grande période de glaciation qui a duré 100 000 ans, et justement, alors, qui a permis à l'homme de Grimaldi ou l'homme africain de sortir par l'isthme de Suez pour les Asiatiques, ou ce qu'on peut considérer comme l'Europe asiatique, et par le détroit de Gibraltar pour la France et une partie de l'Espagne. Et vous dites des choses très intéressantes, c'est-à-dire que vous arrivez à nous dire, et c'est sur la conclusion que je m'interroge, c'est pour ça que je le pose, vous arrivez à nous dire qu'effectivement, lorsque le phénotype de l'homme blanc rentre dans cette grande période de glaciation, il développe une certaine acuité, une certaine aptitude par rapport à son environnement. Et il y a des déplacements, donc il colonise petit à petit les différents espaces. En colonisant ces différents espaces, il rencontre d'autres espèces. On sait qu'il y a Sapiens, on sait qu'il y a Néandertal et... Sapiens, Néandertal, et la troisième, je ne sais plus, toi. C'est les hommes européens se sont mélangés avec l'homme primitif Néandertal. Néandertal, Les Asiatiques se sont mélangés avec l'homme de Denisova, voilà, les Asiatiques du Sud-Est, hein, plus exactement. précisément. Et l'homme africain aussi s'est mélangé avec un homme primitif qu'on n'a pas encore découvert. D'accord. Et sur ce coup-là, vous nous dites quelque chose d'intéressant. À chaque fois qu'ils rentrent en synapse, à chaque fois qu'ils se rencontrent, il y a des luttes. Les hommes les plus forts, justement, arrivent à décimer les hommes les plus faibles. On conserve les femmes pour procréer, justement, pour avancer. Vous parlez des Yamnas qui maîtrisent le cheval et donc l'art de la guerre et qui arrivent justement à imposer une empreinte plus puissante. Et au bout du chapitre, vous faites une conclusion qui me semble vraiment étrange. Vous nous dites, de par cette période-là, le phénotype de l'homme blanc a pu ainsi développer un altruisme, une solidarité, vous ne lui dites pas en ce terme exactement, mais une solidarité faisant abstraction d'une espèce de réalité sanguinaire ou sanglante. Et c'est là que je me dis, tout le développement était extraordinaire et extraordinairement bon. Mais la conclusion, c'est que à travers le temps, aujourd'hui, on peut se le dire, sans, encore une fois, on se l'est dit, sans aucune moraline, c'est que c'est un comportement qui est resté, de par la colonisation, l'esclavage, cette nécessité de se déplacer pour aller chercher ce qu'on n'a pas chez nous, mais ça, avec un développement altruiste, sans la réalité violente de l'homme blanc, asservissement, non seulement de sa femme, comme vous le dites dedans, vous ne le dites pas de cette manière, mais aussi de toutes celles et ceux qui sont considérés comme étant plus faibles. Alors, moi, je ne me cache pas derrière mon petit doigt. Vous l'avez Ouais, remarqué. Je dis que les Blancs ont des défauts, notamment ce militarisme très poussé, ce goût pour la domination et la violence, parce qu'ils ont vécu dans cet environnement glaciaire qui est extrêmement difficile et qui a imposé une sélection naturelle radicale. Lorsque je parle de l'altruisme et de la solidarité et de la capacité à l'abstraction en termes d'identification, chez les Blancs, je parle en fait d'hypothèses qui sont aujourd'hui assez étayées, je trouve, mais bon, ça reste des hypothèses, parce qu'évidemment, c'est difficile de connaître la psychologie de Homo sapiens en moins 50 000 ans avant Jésus-Christ. Mais en fait, l'idée est que l'ère glaciaire imposait des conditions de vie qui empêchaient un sens social strictement clanique, comme il y a pu avoir, par exemple, plus tendanciellement dans l'hémisphère sud, en Afrique. C'est-à-dire qu'en fait, vous étiez obligé de collaborer avec les autres tribus, parce que sinon, en fait, ne serait-ce que pour tuer un mammouth, parce que dans l'ère glaciaire, à cette époque, les animaux, les proies et les prédateurs étaient beaucoup plus grands. Ouais, Je ne me rappelle plus la loi scientifique qui explique ça, mais plus vous avez du froid, plus les animaux gagnent en taille. Donc en fait, les tribus humaines, pour être capables de coucher un mammouth, de se battre contre un rhinocéros laineux, ou je sais pas moi, se battre contre des lions des cavernes, qui étaient assez puissants, eh bien, avaient besoin de s'associer, d'autant que la mortalité était telle chez les hommes pré-européens, qu'en fait, on ne pouvait pas rester seulement dans le clan. Il fallait discuter avec les autres clans, s'associer, je le répète, travailler en commun, trouver donc des organisations un peu plus comment dire, élevées et élargies surtout. Et c'est, à mon avis, là, c'est pas la seule empreinte qui pourrait l'expliquer, mais c'est là que commence l'idée et disons la tendance à l'abstraction en termes d'identité, c'est-à-dire ne pas se définir exclusivement dans le clan, dans la tribu, dans la lignée familiale, mais dans l'humanité.
l'homme compte, existe parce que j'ai besoin tout simplement de l'homme d'une autre tribu. D'accord. Et c'est comme ça que cet esprit qui ira jusqu'à l'universalisme est né, à mon avis, mais il y aura d'autres empreintes Oui, il y a qui peuvent d'autres. l'expliquer, le christianisme, etc. Donc c'est l'utilitarisme qui est la germe de l'universalisme. Toujours. Tout à Et fait. d'ailleurs, on parlait du rapport homme-femme, c'est aussi une thèse que j'ai dans le livre sur la fameuse liberté de la femme occidentale, qui se discute d'ailleurs, hein. Moi, j'ai absolument pas peur de ça. Avant de poursuivre sur ce sujet, parce que c'est un Ok, autre c'est vrai. sujet, euh, Mais parce que c'est l'utilitarisme qui Oui, explique pour moi, c'est pour ça. et je vais prolonger sur un point que vous avez évoqué, qui est justement le fil rouge de votre ouvrage. Euh, bon, on sait que l'un des marqueurs de la souveraineté d'un peuple, c'est l'autosuffisance, notamment l'autosuffisance alimentaire. Bon. À travers tout votre ouvrage, on lit une sorte d'autosuffisance propre à l'homme blanc, ou ce qu'on appelle l'homme blanc, dans toutes les manifestations, notamment dans la manifestation intellectuelle. Je lis page 104, vous expliquez que bon, il n'y a pas de philosophie chinoise au sens propre, ni même indienne ou hébraïque, car se mettre en quête du Tao, de l'Amtam ou de Yahvé n'est pas exactement se mettre en quête du Logos, la raison. La méditation en vue de l'harmonie n'est pas l'observation en vue de la saisie, c'est autre chose. Ce projet intellectuel marque profondément la façon de penser des Blancs jusqu'à aujourd'hui. Il est la cause de leur prouesse technique. Donc vous attribuez la paternité, en quelque sorte, du Logos aux Occidentaux. Donc j'ai deux questions. Premièrement, est-ce que vous pouvez nous rappeler ce que vous entendez par Logos? Pour vous, c'est quoi le Logos? C'est ce que j'essaye de montrer là dans ce passage. Ouais. Il y a différentes façons de réfléchir. Mhm. Et la façon qu'ont eu les Grecs de réfléchir et d'approcher le monde Mhm. est une façon bien différente des méditations orientales, d'une spiritualité qui peut être d'une grande sagesse, et je le dis à plusieurs reprises, hein, qui n'est pas du tout la philosophie grecque. La philosophie grecque, c'est être capable de comprendre le monde pour s'en saisir, pour l'articuler derrière. Et cette approche-là est assez singulière en réalité. Beaucoup de peuples, je parle des hindous par exemple, qui ont développé des sagesses vraiment fantastiques qu'on peut lire dans les Upanishads ou même les Védas, qui sont d'ailleurs indo-européens, mais cherchent plutôt à vous faire, ou comme les philosophies asiatiques, cherchent plutôt à vous faire entrer dans une harmonie avec la nature, comprendre le monde pour le pénétrer d'une certaine façon, pour disparaître très souvent. D'où les philosophies qui cherchent à exclure l'homme justement dans les forêts indiennes, qui est c'est pas l'émerveillement dans le Contemplation. bouddhisme, la contemplation, mais L'éveil. l'éveil. Voyez, on Ouais. s'éveille au monde et Bien sûr. on a. C'est quoi Bouddha quand vous savez, je cherche le mot, désolé, je l'ai plus là. Béatitude. La béatitude. oui, une béatitude, mais c'est plus que ça, il y a un mot précis, je l'ai perdu. Bon bref, ils cherchent la béatitude exactement dans le monde. Les Grecs ne cherchent pas la béatitude dans le monde, ils veulent le comprendre pour le manipuler en fait. Donc c'est quoi pour vous le Logos? Mais le logos au sens grec, c'est cela. C'est la raison Ok. qui permet une articulation du monde. Et c'est D'accord. pas la raison pour pénétrer le monde d'un point de vue spirituel, méditatif, contemplatif. Ok, donc selon- C'est la contemplation pour saisir, par la rationalité. par la rationalité, Et qui pour est un instrument tout nouveau justement. Ok, donc pour vous, ce sont les Occidentaux, notamment les Grecs, les Athéniens, qui en ont eu la paternité. Ce que je crois, c'est que cette façon, cette obligation de penser pour manipuler le monde Mhm. vient justement de l'ère glaciaire. D'accord. Alors, moi, je vais vous lire un extrait d'un ouvrage rédigé par Léa Waterhouse, Philosophès, où, ce n'est pas la seule, mais c'est une occidentale, j'ai pris à dessein, j'aurais pu prendre Omotunde, sauf que on aurait peut-être accès d'afrocentricité. Donc là, en l'occurrence, page 74, le penseur Molefi Asante, dans son ouvrage Stolen Legacy, explique que le terme grec Sophia est en réalité un dérivé de Seba, mot provenant du Médounéter, une langue africaine de l'ancienne Égypte. Seba, qui signifie sage, a évolué en Sobo, en copte, puis Sophia en grec. Il apparaît pour la première fois en moins 2052 avant Jésus-Christ sur la tombe d'un pharaon sur lequel on retrouve l'inscription Seba, le sage. Plus aucun doute possible. Le philosophe comme homme sage est donc bien né avant l'existence du peuple grec. Qu'est-ce que vous pensez de ce passage? Est-ce que pour vous c'est... Que ça ne, alors déjà, je n'ai pas vérifié la véracité de Mhm. ce fait, mais quand bien même serait-il vrai, Ouais. ça ne contredit absolument pas ce que je dis, parce que le terme de sagesse, Mhm. les sagesses, Mhm. viennent, je vous dis, ont été créés chez tous les peuples. Tous les peuples ont atteint ont leur forme de sagesse, Mhm. mais la forme de sagesse que les Grecs vont développer, alors c'est à partir du VIe siècle avec la philosophie chez les présocratiques,
sur la côte ionienne et puis avec les Athéniens après, plus particulièrement au 5e siècle, est une forme particulière de cette Elle sagesse. n'existait pas pour vous dans l'Égypte antique. Alors, elle a pu peut-être exister. Après tout, vouloir réfléchir pour saisir le monde, je pense que même n'importe quel individu a pu à un moment se poser 2-3 questions pour essayer de comprendre comment trouver un intérêt dans ce monde, à manipuler, je sais pas, un outil, etc. Tous les hommes peuvent Alors, penser comme ça. je- Mais, je- mais jusqu'à fonder une école, Oui. manifestement, en tout cas de ce que j'en sais, Oui. ça a dû attendre les Grecs. Mais ce qui est intéressant, Ouais. pour aller dans ce sens-là, Oui. c'est pour moi un des points faibles de votre ouvrage, mon cher Julien, c'est que vous prenez pas en compte de manière rationnelle et de manière périodique la construction des savants grecs. Puisque quand on parle de Pythagore, par exemple, vous ne prenez pas le temps d'expliquer que Pythagore a étudié en Égypte et qu'il a eu des enseignants qui lui ont transmis un nombre de savoirs, notamment les formules, dont on donne la paternité à Pythagore, alors que c'est faux, parce que c'est des formules qui ont été utilisées dans la construction des pyramides. Et ce qui est regrettable dans votre ouvrage, c'est que on a le sentiment que sur le terrain de la rationalité et sur le terrain de la perception du réel ou de cette volonté de le contrôler, ça commence uniquement avec les Occidentaux et que ce qui se passe avant, notamment en Égypte, notamment en Afrique, n'existe pas. Et c'est là que je me dis que c'est dommage parce que quand on prend le temps d'analyser ne serait-ce que Pythagore, qui est quand même dans le monde occidental une référence, Je peux en parler, c'est intéressant. et qui est quand même, pour le coup, connu par un nombre de personnes assez important. Parce que le théorème de Pythagore, on l'apprend à l'école, on a quand même une transmission qui est quand même généralisée. On ne dit pas assez que ce monsieur, qui était un éminent scientifique, a été formé en Afrique, que des professeurs qui l'ont formé avaient le nez épaté et la peau sombre comme la mienne. Et je me dis, en réalité, il y a une sorte de coupure dans votre récit de cette période qui existait, qui est attestée, qui est prouvée, et qui, pour le coup, gagnerait à être connue par un grand nombre d'individus. Alors, 2 choses. La première, sur Pythagore, c'est très intéressant que vous le citiez, parce que Pythagore était adepte d'une philosophie très orientale, justement, qui était celle de la réincarnation, qui venait d'Asie même, la métempsychose, et qu'il a essayé d'imposer en Europe et qui n'a jamais pris, justement, en raison de l'âme européenne, parce que l'âme européenne a toujours rejeté la métempsychose, alors que, justement, lui, ayant été formé ailleurs, s'était mis à adopter cette philosophie, cette spiritualité, cette religiosité. Il a essayé de l'imposer, elle n'a absolument pas pris du tout. Donc, comme quoi, il y a quand même des âmes qui peuvent ensuite. Pythagore, aussi intelligent fut-il et aussi brillant, n'est pas arrivé à imposer en Bien sûr. Europe une spiritualité qu'il tirait d'ailleurs. Ça, c'est intéressant. Et ensuite, la deuxième chose, moi, je ne suis pas spécialiste de l'Égypte, je ne suis pas égyptologue. J'ai écrit un livre sur l'Europe. Bien sûr. Je ne renie absolument pas les influences qui peuvent venir du Proche et Moyen-Orient, puisque c'est même du Proche-Orient d'ailleurs plutôt, parce que je le dis même à plusieurs reprises, que les seules grandes influences qui ont pu peser sur l'âme européenne, sur son évolution, viennent de là. L'Égypte, les Phéniciens, Bien sûr. etc. Non, non, je crois à ces interpénétrations culturelles, surtout à l'époque de l'Antiquité. Après, quant à savoir si l'Égypte était entièrement une civilisation négroïde, comme on dit, ou une civilisation berbère, blanche, je n'entrerai pas dans ce débat. Oui, De ce que j'ai lu, c'est pas c'est pas plus le. compliqué que ça. Oui, Ah, attendez. c'est Oui. c'est pas. Donc, Pardon. aussi, est-ce que je peux, Roman, vite fait Excusez-moi, ouais, juste sur ce point, les grandes créations égyptiennes, il a été attesté par Cheikh Anta Diop en Oui, 1900. M. Anta Diop est contesté. était très contesté. Comme, Je voilà. termine ma formulation. En 1974, au colloque du Caire, Caire. devant un aréopage de scientifiques internationaux. Donc, jusqu'à preuve du contraire, en tout cas, ça a été considéré comme une vérité. Mais moi, j'aimerais revenir rapidement. Pardon, je te cède la parole. Oui, merci, Roman. Je t'en prie, parce que le logos, ça reste quand même, quand on lit Norbert Elias, quand on lit un certain nombre d'intellectuels qui essaient justement d'expliquer d'où l'Occident a-t-il pu tirer sa force qui lui a permis ensuite de dominer le monde, en bien comme en mal, mais on ne rentre pas dans la morale, on l'a dit. La rationalité, c'est quand même le moteur. Ça donne la révolution industrielle, ça donne l'écriture de certaines lois dites universelles, enfin, c'est la rationalité. Dans votre ouvrage, vous attribuez la paternité de cette rationalité aux Grecs. Est-ce que vous pouvez nous dire quel était les dieux de la vérité et de l'écriture chez les Grecs anciens?
Il n'y en a pas parce que la vérité, les Grecs n'écrivaient pas au départ parce qu'ils étaient issus des Indo-Européens qui valorisaient beaucoup plus Mmh. la tradition orale. Mmh. Et c'est sur le tard seulement qu'ils se sont mis à écrire, au point même que les constitutions des cités ne devaient pas être écrites pendant longtemps, ils devaient être répétés seulement. Donc, et si vous voulez me faire dire que l'alphabet, une partie de l'alphabet des Grecs vient des Phéniciens, je le précise dans le livre, donc je n'ai Non, pas non, peur du tout. c'est pas... La tradition écrite est une tradition qui a été méprisée pendant longtemps par les ancêtres des Européens, les Indo-Européens. Il a même fallu que les Européens aillent en Inde au XVIIIe siècle pour enfin écrire les Védas, qui étaient depuis, vous vous rendez compte, des milliers d'années, presque 4 000 ans, 3 000 ans, qui étaient transmis seulement à l'oral. Alors, Mmh. moi, je pose la question parce que, bon, j'ai effectué mes petites recherches, évidemment, vous vous en doutez. Le dieu de la vérité chez les Grecs anciens, c'est Aletheia. Le dieu de l'écriture, c'est Hermès. Alors, Aletheia, Je- c'est le mot pour dire vérité. C'était aussi un dieu, c'était Oui, parce que le tout est polythéisme. divinisé, bien sûr, oui. Voilà, bon. Aletheia. Maintenant, et c'est pour moi le point clé, dans l'Égypte antique, il se trouve que le dieu de la vérité, Thoth, était également le dieu de l'écriture. Donc c'était Thoth aussi. Et c'est à travers l'écriture qu'on accède à la maîtrise du logos, à la rationalité, puisque l'oralité laisse place, hélas, à l'émotion, aux mauvaises interprétations, et puis on ne peut pas se souvenir de tout. Vous êtes écrivain, vous êtes bien placé pour savoir que pour rentrer en profondeur dans la réflexion, il faut du temps, il faut choisir les mots, parfois on revient sur les mêmes mots, il faut éprouver sa pensée. Donc, à travers, notamment dans cet ouvrage aussi, il est évoqué, l'éloge du scribe, les Égyptiens ont été les pères de l'utilisation de la rationalité à des fins objectives et d'abstraction, et ensuite ils l'ont transmis à certains Athéniens ou Grecs, qui après en ont fait, évidemment, par le biais des écoles, l'Académie de Platon ou d'Aristote, j'en Une passe, diffusion voilà, européenne. on en fait une diffusion à l'échelle européenne. Mais ce point-là, il me semble, en tout cas il nous semble, compte tenu peut-être de notre sensibilité, mais Africaine. voilà, il nous semble quand même crucial de l'évoquer, Mais je m'oppose à cette thèse, cette lecture. à cette lecture, parce que, prenons l'exemple des présocratiques, beaucoup n'ont pas écrit. Mmh. Or, ils étaient déjà en capacité de maîtriser l'instrument de la raison, puisque, que ce soit Héraclite, Parménide, ce sont des gens qui n'ont pas écrit. On n'a pas retrouvé leurs écrits. Mmh. Les écrits enfin, on n'a pas retrouvé leurs écrits, ou en tout cas, ils n'écrivaient pas. Mmh. Donc, on est bien capable de faire usage de la raison sans avoir cet instrument magnifique qu'est l'écriture. Les scribes égyptiens, effectivement, ont été extrêmement importants dans l'évolution de l'intelligence humaine, mais il faut savoir que l'écriture était utilisée également d'ailleurs dans les premières cités mésopotamiennes comme d'un instrument administratif surtout. Au Et dé- après, elle a pu donner lieu à de la poésie, par exemple, qui n'est pas de la rationalité. Ah. Donc, savoir écrire ne pousse pas, enfin, savoir écrire et même pousser à l'écriture ne pousse pas nécessairement vers cette rationalité et cette volonté de maîtrise du monde. Alors, puisque, je vous dis, là c'est un pur exemple, c'est une pure démonstration. Il y a eu des Grecs qui ne savaient pas écrire, ou en tout cas qui n'écrivaient pas, qui ont utilisé l'instrument de la raison. Et il y a beaucoup moi, je me suis un petit peu intéressé à la littérature égyptienne. Mhm. Beaucoup de scribes, beaucoup d'Égyptiens se sont mis tout de suite à écrire plutôt de la poésie, Mhm. c'est-à-dire des choses belles qui n'appartiennent pas au domaine strict de la raison. Mhm. Donc, voilà, je m'opposerai légèrement sur cette lecture-là, parce que ce n'est pas parce qu'on écrit Mhm. qu'on use de la raison. Alors- Et l'écrit n'est pas le seul instrument de la raison, je pense Mhm. qu'il est d'un autre Mhm. ressort, et j'en reviens à l'ère glaciaire. Alors, peut-être que j'ai manqué de précision. L'écriture n'est pas suffisante pour accéder à la rationalité. Néanmoins, elle est nécessaire. Si l'Europe aujourd'hui encore, même si elle commence à être rattrapée, vous l'évoquez, c'est dans votre ouvrage, par la Chine et par un certain nombre d'autres pays asiatiques, domine le monde, c'est parce qu'elle, notamment, elle possède le plus de bibliothèques. Ah bah c'est pas moi qui m'opposerai à l'idée que c'est un instrument fantastique et obligatoire. Je pense même dans mon chapitre sur la Renaissance Mhm. que c'est ce qui vraiment va faire l'envol de l'Europe Voilà, merci. dans la modernité, c'est que tout simplement les Européens sont ceux qui d'un coup se mettent à lire le plus. L'élite européenne plus particulièrement. Mais, Oh, mais revenir- très vite, les classes moyennes, justement. Et c'est ça qui va changer par rapport à la Chine. Non, c'est très intéressant ça, parce que justement, l'élite chinoise lisait, Oui. mais pas le peuple, et pas la classe moyenne chinoise Mhm. notamment. Tandis qu'en Europe, à partir de la Renaissance, Mhm. très vite, parce qu'en fait, pour des raisons administratives et économiques, les petits bourgeois, les petits citadins, tout ça, vont être obligés de se mettre à lire, Mhm. ce qui fait que l'ensemble de la population va élever de niveau On va et revenir là-dessus. va lancer On va la modernité. revenir dessus, excusez-moi de vous couper tout à l'heure. Je voulais... Oui, je voulais rapidement rebondir parce que c'est une partie très intéressante du livre.
Et moi aussi, étant passionné de la Grèce, et sachant que la Grèce, effectivement, est le substratum, en tout cas, de la philosophie et de la conception du monde blanc. Je rappelle encore une fois que dans l'émission, on utilise le monde blanc parce que c'est l'œuvre même et le titre de Julien Rogy. C'est la raison pour laquelle on l'utilise. Et effectivement, moi aussi, j'étais quelque peu frustré parce que je trouvais que le cheminement intellectuel était très intéressant. Et pour celles et ceux qui me connaissent, je ne fais pas de faux compliments. Donc le cheminement intellectuel était très intéressant. Et effectivement, vous écrivez un livre à partir de vous-même, à partir d'un Français de phénotype blanc, et vous l'écrivez pour cette raison. Et c'est vrai qu'il m'a manqué cette dimension de cheminement sur cette réalité. Moi, je le dis concrètement, je dis qu'effectivement, cette réalité, et je ne passe pas par trois chemins non plus, je suis un peu comme vous, cette réalité est nègre. Mais quand je parle de réalité nègre, c'est pas pour autant dire que le noir a inventé et le blanc n'a pas inventé, ou le blanc a inventé, le noir n'a pas inventé. Je pars du principe que, en fait, comme tout se mélange, on finit nécessairement par pouvoir être inspiré ou en tout cas dirigé par un certain nombre de choses. Et c'est là que, pour moi, il manque quelque chose dans l'ouvrage. C'est effectivement le fait de dire que Thalès de Milet, vous en parlez, Thalès de Milet, c'est lui effectivement qui ouvre cette école, l'école ionienne. C'est lui qui l'ouvre. Il y a Archéléos. Ils sont dans le 7e siècle, je crois, le 7e et le Sixième. fin du 7e et 6e siècle. Et on sait que Thalès, parce que ce que nous considérons en tout cas en Europe et en Occident, dont je fais partie, qu'Hérodote est le premier, Le père de Le père de l'histoire. de père de l'histoire, et lui-même le dit. En tout cas, on a des écrits qui effectivement disent que Thalès a été En Égypte. en Égypte et qu'il s'est instruit en Égypte. C'est pas n'importe quoi, c'est qu'il s'est instruit dans ce pays, et on ne trouve nulle part, dans aucun récit ailleurs, le fait de dire que Thalès ait pu être instruit en Grèce. On n'en trouve pas. Par contre, les témoins oculaires le disent, que ce soit Thalès, que ce soit Pythagore ou que ce soit Platon, ils ont été élèves des prêtres égyptiens, pas prêtres de manière cléricale dont on peut parler aujourd'hui, mais en tout cas dans l'inscription, voilà, dans les professeurs. Et on sait que Hérodote lui dit lui-même que lorsqu'il a visité ces régions-là, ces humains étaient particulièrement agan mélano, c'est-à-dire négroïdes, particulièrement noirs. Et j'ai lu dans votre ouvrage, et c'est là que je fais la différence entre avoir un substratum et partir de quelque chose et être en mesure de le magnifier, ou alors de le permettre d'aller beaucoup plus haut. Ce qu'ont fait les Grecs avec ce qu'ont pu inventer au départ les Égyptiens. Par exemple, vous parliez du matérialisme et du spiritualisme dans votre ouvrage, ce qui est vrai, mais je sais que bien avant cela, avant cette réalité grecque, il y avait déjà ce qu'on appelle en Égypte le Noun. Le Noun, c'est l'océan primitif, l'océan primordial. Cet océan primordial raconte que de toute chose naît l'eau. Et Nietzsche en parlera très bien, puisque vous parlez de Nietzsche. Nietzsche, lorsqu'il veut parler de Nietzsche, dit justement de Platon que lorsque Platon veut parler de l'homme, il parle de l'homme et de l'encre même de l'homme à travers l'eau. Et le Noun, en Égypte, c'est l'océan primitif. Du Noun naît un dieu qui s'appelle Atum Re, qu'on appellera plus tard. Et donc Ra, lui, tire deux hommes, c'est Seth et Khnou. Seth et Khnou sont le prolongement de cet homme. Et après, il y aura Isis, Osiris et les 5 dieux Nepht égyptiens. Et de là naît déjà ce spiritualisme et ce matérialisme. Parce qu'il y a le Ka, le bas, qui est l'âme, et l'âme en mouvement. Et c'est justement à cette, j'ai envie de dire, réalité précise, ionienne, que Thalès prendra, et c'est après justement ces études, entre guillemets, sa formation en Égypte, qu'il amènera ça et qu'il le développera de manière plus grande en Égypte. Mais je vous dis, je ne m'oppose pas à l'idée, je sais que Thalès, je sais que Platon lui-même a reçu des enseignements des fameux prêtres égyptiens, parce que Nietzsche d'ailleurs le lui reprochera. Je sais que les Grecs ont été à l'école des Phéniciens pour l'architecture en partie. Il y a eu plein de choses comme ça, je crois le dire. Après, moi je vous dis, l'égyptologie est une science en tant que telle, et je ne suis pas égyptologue. Et je suis parti sur une autre hypothèse qui, à mon avis, explique beaucoup de choses et qui peut-être explique ensuite le fait que cette raison-là ait fleuri en Grèce puis ensuite en Europe. Je suis parti plutôt de l'hypothèse selon laquelle, eh bien, justement, dans cette ère glaciaire, les femmes, par exemple, parce qu'on parlait un peu des femmes, n'étaient pas cueilleuses. Vous savez, on dit les chasseurs-cueilleurs chez les populations primitives. Et en fait, ce qui s'est passé en Europe,
c'est que nous étions quasi exclusivement chasseurs et pas cueilleurs. Et là où le rôle des femmes sous des climats plus tempérés, plus doux, plus chauds, peuvent aller cueillir pendant que les hommes sont à la chasse, parce qu'il y a effectivement des choses qui poussent, des fruits, Mhm. ben, les femmes européennes, pré-européennes, les homo sapiens ils se sont retrouvés coincés dans l'hémisphère nord, sous l'ère glaciaire, eh ben, n'avaient plus rien à cueillir. Et donc les hommes chassaient, mouraient beaucoup à la chasse, et les femmes avaient à fabriquer des outils. Et l'intérêt et la valeur des femmes étaient dans cette fabrication d'outils de plus en plus complexes parce que, bah, ne serait-ce que quand vous vivez sous le grand froid, il vous faut des habits plus complexes, plus élaborés. Et ça a été étudié. Je parle d'un tableau d'anthropologues qui ont vérifié la complexité technologique des tribus dites primitives, qu'elles soient dans l'hémisphère nord, par exemple chez les populations sibériennes, etc., et les populations d'Amérique du Sud et d'Afrique. Ils s'aperçoivent que plus vous êtes dans le nord, plus vous avez besoin d'outils élaborés pour survivre, parce que les conditions de vie sont encore une fois beaucoup trop dures. Et je pense que c'est ici que se trouvent les premières origines de cette raison qui cherche à manipuler le monde Mhm. dans l'obligation de survie, simplement, à un climat, encore une fois, qui était terrible. Bien sûr. Je pense que ça vient de là. D'accord. Qu'après, que les prêtres égyptiens, que les savants égyptiens, les scribes aient pu réfléchir à toutes ces questions et atteindre un niveau de sagesse très évolué, ça ne rentre pas en contradiction avec ce que je dis. Oui, moi je pense qu'il y a une complémentarité. Exactement, c'est ça le but. Je pense qu'il y a une complémentarité dans ce que vous dites, c'est-à-dire que un climat hostile contraint l'individu, homme ou femme, à s'adapter et à développer une intelligence pour survivre, l'hostilité du climat, et les rencontres, les voyages, les déplacements de ces intellectuels sur des territoires étrangers, notamment l'Afrique, avec des rencontres de prêtres qui sont des professeurs, a permis d'avoir un enseignement pratique d'un côté par rapport au climat, théorique de l'autre par rapport à l'enseignement qui est dispensé. Et cette réalité permet un mélange et aboutit à cette civilisation Et de européenne. toute manière, toute civilisation est en discussion avec les autres. Bien sûr, bien C'est sûr, bien forcé sûr, bien avec sûr. les échanges, le Bien sûr, bien sûr, commerce, bien sûr. etc. Mais- Vous êtes mais- obligé de vous imprégner des idées, des choses. Et d'ailleurs, on le voit quand de grandes idées naissent quelque part, en général, elles font des petits, comme on dit, Bien et sûr. elles s'étendent. Et en fait, les mêmes idées naissent à peu près aux mêmes endroits, au même moment. Comme, C'est ça qui est assez fantastique. comme l'écriture. Et Constater. c'est pour ça que je trouvais ça intéressant de revenir sur ce point, parce que on peut avoir le sentiment, parce que ce qui est intéressant d'autres écritures, c'est que vous allez tout droit, et moi j'aime les personnalités ou j'aime les intellectuels qui ne se cachent pas derrière un petit doigt. J'ai horreur du politiquement correct, et d'ailleurs je vous remercie pour ça. Vous allez tout droit, mais en même temps, la partie complément, la partie qui vient nuancer, elle aussi, elle est très vite mise de côté. Aussi vite que votre franchise. Et je trouve que ça gagnerait à mettre un peu plus en perspective ce côté complément qui, pour le coup, sur le terrain de la pertinence, vous crédibiliserait davantage. Cher ami, j'ai dû écrire sur 300 pages 4000 ans d'histoire. Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Il y a des arbitrages, il y a des Et arbitrages. croyez-moi, j'ai été obligé de faire des Il y a des grandes synthèses en allant voilà, à l'essentiel. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Bien sûr. Et c'est sûr que je n'ai pas pu aborder tout ce que je... Sinon, Bien- c'est des volumes entiers. Bien sûr, bien sûr. Non, mais là-dessus, je vous fais pas le. Je pense pas que vous êtes de mauvaise foi. C'est pour ça que je vous le dis face caméra. Je pense que vous êtes sincère dans votre démarche et que vous avez le souci de l'exactitude. Et j'en suis intimement convaincu. Bien qu'on ait des désaccords qu'on abordera tout le long de l'émission, mais en tout cas, pour moi, c'était important qu'on puisse le mettre en perspective parce que vous en avez conscience et que je trouve que c'est passé un peu vite dans votre ouvrage. Mais sinon, dans le fond, vous avez conscience de ça, ça c'est important. Alors, pour résumer, je dirais que sur cet aspect-là, votre ouvrage, c'est une forme d'Orania intellectuel. Orania, du nom de cette ville en Afrique du Sud, qui a pris la décision de faire sécession avec la population dite afro localement, afin de se retrouver et de bâtir sa propre entité, sa propre civilisation. Et donc, dans cet ouvrage, on a le sentiment, en tout cas moi, que vous avez voulu, justement, en opposition ou en réaction au procès que vous intente votre propre culture, votre propre civilisation, le wokisme, le procès de l'homme blanc, entre guillemets, même si on dit mal blanc de plus de 50 ans, eh bien, vous avez voulu, dans une entreprise de revalorisation, focaliser, être dans une forme d'ethnocentrisme, voilà, bunker intellectuel, quitte à, après vous avez parlé d'arbitrage, quitte à, à défaut d'annihiler, mais minimiser les apports extérieurs. Et ça nous amène même plus loin, et c'est dans le prolongement de ma question, à cette idée, finalement, aujourd'hui, qui règne en Occident, particulièrement en France,
du multiculturalisme est-il égal à multiracisme? Ça nous ramène au bout du bout du bout de la logique, ça nous ramène à cela. Et notamment, et je pense à une de vos prises de parole, vous n'êtes pas le seul, hein, je pense à Laurent Oberton, je pense à Éric Zemmour, qui voit dans le multiculturalisme fatalement les prémices d'une guerre des races et que l'idéal voudrait que, en tout cas, le bonheur humain collectif s'inscrirait plutôt dans une forme de séparatisme. Hmm. Alors, il y a un point sur lequel je vais vous donner raison, et c'est que peut-être que j'ai voulu effectivement plus tendanciellement me concentrer sur les innovations des Blancs sans parler toujours des Ouais. différents commerces intellectuels qu'il y a pu avoir, pour une raison simple, c'est qu'aujourd'hui, en tout cas en Europe, on nous raconte tout le temps, en permanence, qu'il n'y a pas d'identité justement, que tout est fluide, que tout est mélangé, que tout est liquide, et qu'il n'y a pas de socle. Et ça, c'est l'esprit du temps avec lequel j'ai été, bon, j'en parlais juste avant, j'ai été élevé, et c'est vraiment l'idéologie majoritaire. Rien n'existe. C'est Tout est Macron aussi qui a dit qu'il n'y a pas de culture française. mais en participant de cet état d'esprit-là. C'est C'est-à-dire que les c'est le identités n'existent pas. voilà, c'est le président de la République lui-même qui l'a dit. Mais parce que lui, L'identité collective. parce que bien lui, et lui est un bien enfant de cette génération Mhm. qui a cru que celle dont je vous parlais juste avant. Donc, et moi j'ai été élevé là-dedans vraiment. Non, tout est liquide, tout est fluide. Il n'y a pas de civilisation européenne, il n'y a pas de blanc, il n'y a pas de noir. C'est que des mélanges, que des différentes influences qui se sont mêlées, etc. Ou alors c'est qu'une nature humaine. Qu'une nature humaine qui n'a pas d'intermédiaire justement Croyons à la avec nature l'universel. Je crois à la nature humaine, mais je crois qu'il y a des intermédiaires avec l'universel. Et cet intermédiaire-là, c'est l'identité, justement. L'identité collective. La famille, etc. Donc il y a aussi peut-être une volonté, effectivement, dans ce bouquin, de trancher avec cette idée qui est totalement illusoire, qui est totalement naïve, qui est moralisatrice pour D'accord. la plupart du temps, qui est idiote. Culpabilisante surtout. Et bien sûr culpabilisante. N'êtes rien, parce que de toute manière, vous n'êtes que liquide. Ah bah si vous êtes liquide, alors ça sert à rien de réfléchir à votre identité, d'où vous venez et où vous pouvez aller éventuellement, parce que vous êtes de l'eau. Alors peut-être qu'on vient de l'eau à la philosophie égyptienne, mais je ne sais pas si la Non, c'est philosophie même pas égyptienne entendu. pousse à ce qu'on y retourne. En tout cas, pas avant la mort. Si je puis me permettre, je ne suis pas l'avocat de Macron, hein, néanmoins, dans cette idée de cosmopolitisme se cache surtout, non pas l'abandon des identités, mais le fait de reconnaître que les identités dites collectives ont abouti, par le biais du nationalisme, à des boucheries, et qu'en définitive, aujourd'hui, avec la montée en puissance de la société de consommation et d'ouverture des frontières, finalement, l'individu se définit au quotidien davantage par ses compétences personnelles, ses affinités, ses Les liens interactions, fonctionnels dont je parlais. que par des Tout à fait. identités dites Millénaires. imagées, dites millénaires, et qui, hélas, se construisent, et vous le dites régulièrement dans l'ouvrage, Dans si on, l'affrontement. si on lit Carl Schmitt aussi, se construisent dans l'affrontement. Donc au bout du compte, et d'ailleurs c'est un peu, même si on va un peu trop vite en besogne, on reviendra dessus, c'est un peu l'une de vos conclusions. Vous l'effleurez un peu, mais la conclusion est un peu fataliste, mais au sens où, bon, à un moment donné, il va falloir réagir parce qu'on est de moins en moins nombreux. On passe de 30% il y a 2 siècles à 15% de la population mondiale, alors qu'on est les plus forts. Il serait quand même temps de sortir de cette culpabilisation pour reprendre notre virilité, bon, germanique, notre rationalité, notre christianité, pour faire face aux défis du monde. Mais moi, je voudrais vraiment qu'on revienne sur ce regard. Est-ce que pour vous, multiculturalisme, c'est forcément confrontationnel de façon irréversible, quel que soit le degré d'éducation des populations? Alors, justement, ouais, c'est très intéressant d'arriver à ce point-là. Oui, je suis d'accord que dans cette génération 68 gauchiste de la fin du XXe siècle et du début du XXIe, il y a eu cette idée qui était somme toute logique. Les nations complètement folles dans un nationalisme excessif ont conduit à des boucheries folles, que ce soit à travers les guerres mondiales et la colonisation. Donc, débarrassons-nous des identités collectives pour nous débarrasser de la barbarie. C'est un point de vue On passe d'un extrême à l'autre. logique. Eh ben, nous y venons. Sauf que la réponse, en passant d'un extrême à un autre, quand on passe d'un extrême à un autre, ça conduit au retour des extrêmes en permanence. C'est toujours ça. C'est qu'on a cherché à totalement nier les identités collectives, du coup. Ne devait plus exister aucune identité collective. Il n'y a que des individus face à l'universel et l'abstrait. Et encore une fois, nous sommes liquides, nous sommes fluides, il n'y a aucun socle. Bon, Je vais même aller plus loin. C'est plus violent que ce qui s'est passé. C'est-à-dire qu'on dit il n'y a plus d'identité, mais par contre, comme il y a une mauvaise conscience par rapport à l'homme blanc, on permet à des Arabes, à des Noirs, eux, d'assumer
leur identité. C'était le deuxième effet qui se coule, effectivement. C'est-à-dire que. C'est beaucoup plus pervers que Et ça. du coup, l'altérité a créé ce retour des identités et ce besoin de retrouver une identité blanche. Parce que justement, à la limite, si les Blancs étaient restés entre eux, ils auraient pu avoir cette croyance de luxe tout est universel, mais c'est facile parce qu'on n'est qu'entre Blancs. C'est ça. Mais à partir du moment où vous avez des individus d'autres communautés qui sont chez vous, c'est-à-dire la société multiculturelle, multiraciale dont vous parliez, Mhm. par conséquent, bah, vous êtes ramené à votre propre identité ou pas. Parce que là, ce que l'on constate, c'est que la majorité des Français, je crois, c'est de moins en moins, hein, mais continuent de se vivre comme une population universelle, colorblind, alors que les communautés, elles, bah, sont des œufs durs, comme dirait le général de Gaulle, on ne fait pas d'omelette avec des œufs durs, sont des communautés encore attachées à leur identité, leur généalogie, et n'ont pas envie de perdre ces racines, ont plutôt même, dans un mouvement inverse, envie de retrouver ces racines-là, Bien sûr. parce que dans la mondialisation, peut-être que ça peut être une arme intellectuelle, une colonne vertébrale, Mais culturelle, qui peut qu'est-ce être utile. j'ai pas compris, moi, qu'est-ce que ça veut dire le fait d'interdire à l'homme blanc d'être blanc, entre guillemets, et on permet aux Arabes ou à des Noirs de. Non, J'ai pas compris. en fait, j'ai pas dit qu'on avait interdit, j'ai dit qu'on diabolise. C'est-à-dire qu'on a culpabilisé l'homme blanc en le prenant pour responsable de l'ensemble des maux de l'humanité, Mhm, de manière un peu caricaturale. mhm. Du coup, on l'a culpabilisé par rapport à cette histoire et on a C'est qui le on? la pensée, Le blanc. Mhm. Le bon lui-même. Voilà, D'accord. c'est le blanc lui-même. Oui, le blanc D'accord. lui-même. Je ne te parle pas de nous Non, mais à je. faux. Mhm, Je parle du blanc lui-même dans sa conscience, c'est-à-dire dans son échange à lui-même. Il s'est auto-culpabilisé de ce mhm, qu'il a fait et du coup, ça s'est fait au détriment de sa propre identité. mhm. Donc, tu te mets en retrait, toi, homme blanc, D'accord. on va laisser l'arabe, le noir s'affirmer et du coup, ça va créer une frustration chez les blancs qui ont le Mhm, sentiment à chaque fois de payer pour les torts de leur mhm, grand-père, mhm. arrière-grand-père, avec qui potentiellement, parfois, ils n'avaient rien du tout comme lien. D'accord. Mais qui. S'il y a un Mais lien, il parle comment? de C'est sûr que. l'âme du peuple. Mais non. Non, c'est ça le sujet. Là, il dit il y a un lien. Lui, il dit qu'il y a un lien historique. Oui, mais La ce date d'un lien, Dans peuple. la construction, Voilà. les blancs, mais pas dans la réalité des faits et des actes. oui, mais Ouais, manière. ce lien dont tu parles, Non, pas je parle. Moi, je fais. dont Julien Voilà. parle, ce lien en question, est-ce que c'est un lien qui permet d'accepter cette culpabilité permanente? C'est Parce une que des conséquences. oui, mais tu prends aujourd'hui un blanc qui vit en Ardèche Mhm. ou qui vit en Bretagne ou qui vit en Corse. Mhm. En quoi, lui, il est responsable de la suprématie blanche qui a régné sur le monde entier pendant des décennies? En rien. En rien. Individu- Pourtant, il est culpabilisé. Individuellement, en rien. Ah oui, Maintenant, ma question, moi, c'est comment est-il culpabilisé? Parce que tu as déjà dit le on. oui. Donc, ça veut dire que une culpabilité attention, encore on précise qu'on utilise l'homme blanc par rapport au livre Bien de sûr, Julien c'est Roisy, par rapport à l'ouvrage. de l'homme blanc vers le blanc. C'est ça? Oui. Ou est-ce que on voudrait nous faire croire, en tout cas dans tes propos, je m'interroge, que c'est cette petite minorité arabe ou noire qui ferait culpabiliser l'homme blanc? Non, Je c'est sais pas, l'homme je pose blanc. la question. En fait, c'est l'homme blanc. Il y a une dichotomie entre l'homme blanc de gauche et l'homme blanc de droite, De Mhm. plus en plus, ouais. de plus en plus. Et c'est sur cette tension-là qu'il y a ce rapport à la culpabilité. C'est du blanc vers le blanc. Totalement. D'accord. Ou alors, je vais même plus loin à travers deux questions. Fabrice, tu peux me rappeler la couleur de ton pantalon, s'il te plaît? Noir. La couleur de votre chemise? Blanche. Ok. Fabrice, est-ce que ta couleur de peau correspond à la couleur de ton Pas du pantalon? tout. Ok. Est-ce que la couleur de votre peau correspond à la couleur de votre chemise? Non. Ok. Pourtant, vous dites blanc. Mhm. Donc, alors que votre. Ce sont des simplifications, on aura compris, Alors, évidemment. attendez, justement. Et ça, c'est un point central dans l'histoire moderne. C'est que le mot blanc avec un B majuscule, ce n'est pas une simplification. C'est une construction idéologique, extrait du 19e siècle, portée par des scientifiques, notamment Gobineau, Mhm. et inscrivant l'humanité dans une hiérarchisation qui a pris les Occidentaux et leur a accolé un terme qui existait déjà, donc le mot blanc, qui était un qualificatif, et qui en a fait une sacralisation de certains individus. De la même manière, dans ce prolongement, il a pris d'autres individus, les Africains, en leur accolant un qualificatif, N noir mais avec un N minuscule, en faisant une majuscule. Donc, le fait qu'aujourd'hui encore, le mot blanc avec un majuscule, vous en fassiez le porte-voix, traduit et trahit une vision racialiste, mais qui n'est qu'une construction, qui ne correspond pas à une réalité. Je vais un peu plus loin là-dessus, je m'arrêterai, je vous céderai la parole. En quoi le Jean-Marie Bigard, en quoi Patrick Sébastien, qui se dit, lui, admettons, blanc, aurait-il une quelconque lien en termes d'héritage, en termes de génie individuel, en termes de génie créatif, avec l'œuvre d'un Victor Hugo,
avec la royauté d'un Louis XIV. Si vous retirez le qualificatif, enfin, le terme dit blanc, Mais ils perdent. tout ce que nous venons de dire là est caduque alors, d'après ce que vous venez de dire là. Non, je ne veux pas répéter tout ce que j'ai dit Non, pendant non. l'émission. Je crois aux identités collectives, je crois aux grandes empreintes, etc., etc. Et d'autant que, si vous avez bien lu mon livre, j'explique quelque chose qui est absolument extraordinaire, Mhm. à savoir, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, la grande homogénéité ethnique de tous les blancs du monde. Mhm. C'est-à-dire que ça, c'est un point vraiment extraordinaire. C'est fou quand on le regarde en face. Mhm. Il peut y avoir plus de variabilité, de différences génétiques entre deux Africains de tribus pas très éloignées, de pays pas très éloignés, qu'entre deux Blancs, supposons l'un d'Espagne et l'autre de Norvège. Les Blancs, parce qu'ils viennent de trois grands peuples qui se sont mélangés lors du néolithique, d'abord, oui, du néolithique, Néolithique. du paléolithique et néolithique. Le mélange a eu lieu, donc les derniers mélanges ont eu lieu en moins 4000 ans avant Jésus-Christ, moins 3000, 4000, 3000, 4000. Donc les chasseurs européens, les populations dites des fermiers anatoliens et les Yamnaya, donc les Indo-européens, ces trois peuples se sont mélangés et ont fait tout ce qu'on a, tous les blancs, qui sont des différentes nuances évidemment de couleurs. On ne va pas s'arrêter sur le terme blanc ou noir. Il y a différentes nuances de couleurs chez les noirs et différentes de couleurs chez les blancs. Ouais, mais on est Mais ni en tout noir cas, ni blanc. les Européens, alors appelons-les comme ça si vous préférez. Alors, Les Européens petite viennent parenthèse. tous de ce mélange qui a eu lieu au néolithique. Petite Ce qui fait parenthèse. qu'il y a donc une proximité génétique Mhm. entre tous. Non, jusque-là, je suis d'accord. Même s'il y en a qui sont bruns aux yeux noirs et d'autres qui sont blonds aux yeux bleus, eh bien, ils sont, et je vous dis, je cite les études génétiques qui sont vraiment frappantes. Oui. La proximité génétique est très grande, tandis qu'entre deux Asiatiques qu'on appelle Asiatiques, il peut y avoir de plus grandes différences entre deux Je Africains suis aussi. parfaitement d'accord avec vous. Je ne remettais pas cette homogénéité ethnique en cause, génétique en cause. Moi, je parlais de l'emploi de mots. Les mots nous possèdent plus que nous les possédons. Je prends un exemple. Vous êtes en couple, vous êtes marié probablement, et quand tout va bien, j'imagine que vous appelez votre femme par un petit surnom, par un petit nom affectueux. Bon. En cas de dispute, très souvent, le petit nom affectueux a tendance à céder la place, à disparaître. Oui. Pourquoi? Parce que le Vous mot, voulez en venir. voilà, Mais les mots portent une histoire, portent une mais émotion. je pense que les identités collectives doivent se définir avec des mots. Je suis d'accord avec vous, je termine juste mon propos. Le mot blanc et le mot noir sont en opposition, comme le mot jour est en opposition avec la nuit. Ce qui signifie que quand on s'inscrit dans une identification humaine à ce mot-là qui correspond à rien, votre couleur de peau n'est pas blanche, il n'y a pas de religion blanchie, le peuple de pays blanc, ça n'existe pas. C'est une construction. Quand on s'inscrit là-dedans, inconsciemment, je ne dis pas volontairement, je ne fais pas de procès d'intention, inconsciemment, on s'inscrit aussi dans une forme d'opposition avec la dite identité noire. Peut-être, mais Herman, c'est ça, Herman. Pour penser, on a besoin de catégories. Jusqu'ici, nous sommes d'accord. Lorsqu'on catégorise, Mhm. on prend des grands sacs Ouais. et on est obligé de faire d'avoir des conceptions généralisées. Jusqu'ici, on est d'accord aussi. Malheureusement, la pensée fonctionne de cette façon. Ok. Il est très difficile d'avoir une pensée totalement fluide. Ouais. Les concepts ont besoin d'exister et les concepts, pour c'est reprendre les mots du général de Gaulle, ce sont des œufs durs. Ok. Donc effectivement, moi j'ai écrit qui sont les Blancs, mais j'aurais pu écrire qui sont les Européens, ce qui eût été à peu près la même chose. Parce que, Alors, en fait, pourquoi- j'utilise le mot blanc, je le dis dans le livre, parce qu'en fait, nous sommes renvoyés à notre couleur de peau blanche aujourd'hui. Quand j'entends la critique des Européens, j'entends pas une critique des Européens, j'entends une critique des Blancs. Mhm. Bien sûr. Donc en fait, je prends les mots de l'adversaire, ou en tout cas du débat public actuel, pour ma définition. Mais ma définition aurait pu être celle de l'Européen. Ok. Elle eût été peut-être même plus, pertinente sur le plan historique. Voilà. Mais, Sans- l'utilisation du mot blanc dans mon titre, Mais moins une frontal. utilisation polémique, Mhm. je le reconnais totalement, et une utilisation en accord avec le débat public. Parce que moi, je suis renvoyé à ma blanchité aujourd'hui. Mhm. Mes enfants sont blancs. Mhm. On critique les blancs, que ce soit aux États-Unis. Il y a Mhm. même des études sur les whiteness studies. Hmm. Donc on étudie les blancs, pas les Européens, on étudie les blancs. Donc puisque c'est le terme en vogue, Allons-y. là qu'on utilise, allons-y. Bien Voilà. Bien sûr, mais moi j'apprécie. Mais moi, je viens de pense que découvrir- blanc ça ne veut pas dire Oui. grand-chose sur le plan de l'incarnation. En tout cas. Moi, je découvre à travers le titre que, alors je n'avais pas cette précision, que c'est une critique du blanc vers le blanc. Mhm. C'est ce que vous... D'accord. Alors, Oh, certaines personnes dites racisées, comme Oui. on les appelle aujourd'hui, Mhm. se sont glissées dans cette critique et, Oui. et n'hésitent pas à l'exploiter. Mhm. Mais en premier lieu, bien sûr, ça a été une critique du blanc envers le blanc, Donc, comme ils une croyance de s'interdiraient- luxe. Et D'accord. d'ailleurs, pour moi, et là on pourrait ouvrir cette parenthèse-là ou ce débat-là,
pour avoir une nouvelle façon de dominer, d'une certaine façon. Parce que si vous êtes moralement supérieur, eh bien vous êtes supérieur tout court, en fin de compte. Mhm. Et je pense que le blanc de gauche, qui cherche à se culpabiliser, cherche par ce truchement à s'occuper du monde d'une autre façon. C'est-à-dire que le blanc du 19e siècle, qui était de gauche d'ailleurs lorsqu'il a voulu coloniser, on Mhm. le rappelle, Mhm. voulait imposer la civilisation supérieure, Ferry. Jules Ferry. Ferry, Mhm. etc. Alors, il voulait le faire, lui, au nom de la civilisation supérieure. Alors que les gens de droite et de ma tradition, par exemple politique conservatrice, ne voulaient pas les coloniser, au prétexte que chaque peuple avait leur culture, leur identité, et qu'il était totalement absurde de vouloir imposer une culture aux autres. Hein. Ma tradition politique, celle des conservateurs, qu'on a pu voir d'ailleurs chez l'IOT au Maroc, qui a beaucoup plus respecté l'identité marocaine que, par exemple, ce que les administratifs français ont fait en Algérie. Et bien dans cette tradition de droite, on voulait respecter toutes les cultures du monde. Et la tradition de gauche a voulu imposer la civilisation supérieure industrielle au monde. Et ça a donné lieu à la colonisation. Et aujourd'hui, par un truchement différent, mais finalement qui a une même généalogie, eh bien, on veut toujours s'occuper du monde, aller torcher le cul du monde, si vous me permettez, mais au nom de grands principes supérieurs, les ONG, l'humanitaire, etc., etc. Et donc, je pense que finalement, cette croyance de luxe de l'homme de gauche qui consiste à se culpabiliser parce que nous, Blancs, nous aurions été des méchants, est une autre façon détournée de chercher à dominer le monde, parce que si vous êtes coupable d'avoir fait quelque chose, il faut que vous répariez vos erreurs, donc il faut que vous alliez vous occuper du monde, quoi. Ok. Donc Alors, c'est pour ça que vous êtes en faux contre la repentance, que vous oui, inscrivez en faux contre la repentance, totalement. et que vous ne souscrivez absolument pas au mouvement Black Lives Matter qui demande à des Non. blancs de s'agenouiller, comme s'ils étaient responsables de tous les Je pense malheurs que des c'est à Noirs. la fois mauvais pour les Blancs, si on parle dans ces catégories-là, Mhm. et mauvais pour les Noirs aussi, pour les Africains, les Afro-descendants. Parce que je pense que ce qui fait la grandeur d'un individu comme d'un peuple, c'est la responsabilisation. On n'apprend pas à un enfant quand on éduque un fils, par exemple, on lui apprend pas que le monde lui doit quelque chose. C'est la pire façon d'élever un enfant parce qu'évidemment, le monde se chargera de lui rappeler que ça fonctionne pas de cette façon. Et je pense qu'à l'échelle des peuples, c'est la même chose. Je pense que si on dit en permanence aux Africains que les Blancs leur doivent des choses, que finalement leur salut viendra des Blancs, encore une fois, moi je pense que c'est une autre façon de les infantiliser, une façon très gauchiste, justement, très, très de gauche, la généalogie dont nous parlions. Et je pense que c'est pas du tout profitable, ni aux uns ni aux autres. Je m'interroge encore une fois sur ta question, maître. Quand tu dis Black Lives Matter à la nécessité ou l'envie de demander aux Blancs de s'agenouiller, et par rapport à ce que vous venez de dire, Monsieur Rochdy, quant à la pire des choses, c'est de faire croire que le monde doit quelque chose. Est-ce que vous êtes en train de concrètement dire que il y a eu des faits qui sont avérés, historiquement en tout cas, pour ma part, en tout cas, de l'hégémonie blanche sur le peuple noir, et que en vertu de cela, le noir ne doit pas pouvoir s'exprimer sur les réalités qui ont été les siennes, et ces réalités tangibles qui aujourd'hui le mettent dans une réalité économique, sociétale qui est véridique? C'est ce qu'on est en train de dire, ou de quoi on parle? Non, c'est pas ça. D'accord, j'aimerais Le comprendre fait, alors. le fait que des Noirs Mhm, puissent mettre en avant l'histoire qu'est la leur mhm, et d'expliquer ce qui s'est passé en contact avec les Occidentaux, c'est une chose. d'accord. Moi, là où moi je m'inscris en faux, c'est quand on veut culpabiliser des Occidentaux aujourd'hui Mhm. qui ne sont pas Qui est responsables. le on? Parce qu'à chaque fois on parle de qui est ce on? Bah, on parlait des gens de gauche, D'accord. on parlait de Ok, certains d'accord. racisés D'accord. qui veulent aujourd'hui culpabiliser l'homme blanc Mhm. en disant qu'il est responsable de ce que son grand-père. Je vais vous couper, maître. Prenons un exemple concret. Euh, En France, il y a un droit, et lorsqu'il y a un crime, il y a une indemnisation. Absolument, D'accord. L'esclavage a été reconnu comme crime contre l'humanité. absolument. Est-ce qu'il y a eu une indemnisation? Non, Donc, est-ce que ces descendants afro ont-ils le droit de demander ou de réclamer leur dû, c'est-à-dire cette indemnisation, ils ont le droit de, sans qu'on puisse les considérer comme étant des hommes et des femmes qui demandent à l'homme blanc ce que... C'est ma question. ils ont le droit de demander réparation Mhm. à l'État français des crimes de l'esclavage, d'autant que à l'abolition de l'esclavage, l'État français indemnisait les maîtres. D'accord. Donc là-dessus, c'est une réalité qui est sur le terrain juridique. C'est-à-dire que On parle que de ça, on est dans le oui, concret, c'est ce que tu dis depuis tout sur à le l'heure. terrain Ouais. juridique. C'est pas sur le terrain Idéologique. individuel ou sur le terrain de la morale.
C'est deux choses différentes. Mais, Il y a une mais procédure. au départ, Oui, mais moi, Monsieur Herman a bien parlé on est sur le terrain de la morale, mais j'aimerais attendre Oui. Monsieur Rochdy aussi par rapport à ça, parce que vous êtes sur la même longueur d'onde, moi, me semble-t-il. je réponds à ça. Mhm, Qu'il y ait des procédures qui soient mises en place sur le terrain juridique pour demander réparation des crimes qui ont été commis pendant l'esclavage mhm. et qui ont abouti à l'abolition, à l'indemnisation des maîtres, alors qu'on aurait dû indemniser les esclaves, Mhm. ça, je l'entends. On est sur le terrain juridique. Je vous demande même pas de l'entendre. Vous êtes d'accord ou pas Ah, d'accord? j'y C'est pas une souscris, question. moi. Ok, Sur d'accord. sur le terrain juridique, je souscris. Mhm, Là où je ne souscris pas, mhm, la différence entre eux et moi, c'est sur le terrain sociétal et sur le terrain du débat de culpabiliser les Blancs aujourd'hui de ce qui s'est passé il y a 50 ans, 100 ans, 200 ans, alors que pour certains d'entre eux, ils n'en sont même pas responsables. Non, mais j'entends. Je fais la différence Qu'est-ce entre ce que. qui se passe dans une salle d'audience et ce qui Mhm. se passe sur le terrain Mais du débat et de l'échange. j'entends, et c'est pour ça que Voilà, j'aimerais voilà. entendre Monsieur Rochdy, mais j'entends, mais quand on dit de culpabiliser, alors de quoi on parle? Est-ce qu'à partir du moment où on part dans cette dynamique et qu'on se dit très bien, il y a eu un crime, le crime a été reconnu, maintenant il faut indemniser, à partir de quel moment arrivons-nous à délimiter la réalité du c'est un fait? Et donc, comme c'est un fait, ça a été reconnu au nom du peuple français. Et donc, il devrait y avoir. Et le fait de dire oui, mais arrêtez de nous demander mais de manière sempiternelle, parce que là, vous tombez dans une nécessité de vouloir infantiliser. À partir de quel moment? Non, moi pour moi, la différence, elle est sur l'espace-temps, le lieu. C'est-à-dire que une salle d'audience, c'est un endroit où, Mhm, sur le terrain juridique, on fait la démonstration d'un préjudice subi et d'une réparation qui doit s'accompagner. mhm. Ça, c'est sur le terrain purement judiciaire, Judiciaire. juridique. Mhm, Ensuite, dans les débats, dans les échanges au mhm. quotidien, prendre un individu et le culpabiliser alors qu'il n'a rien fait au sens classique, immédiat, je vois pas l'intérêt de le faire. Non, moi non plus, je vois pas l'intérêt. C'est pour ça que je te dis que Mais dans la démarche intellectuelle, et je poserai la même question à M. Roger, dans la démarche intellectuelle, j'entends et j'écoute, et je ne peux pas m'empêcher de me dire à partir de quel moment vous dites de culpabiliser l'autre, parce que je je ne donne un crois pas, exemple moi. concret. Quand il y avait Black Lives Matter, qu'on a demandé à des footballeurs Mhm. en Angleterre, Première Ligue, de se mettre à genoux, tu avais des blancs, des noirs qui se mettent à genoux, je vois pas l'intérêt. Quel rapport avec l'esclavage? Mais je vais pas parler de l'esclavage là. Mais c'est Je le prends sujet dont l'exemple. je parle. Non, mais moi par C'est rapport à c'est le sujet. l'esclavage, j'ai dit que Mais pour avoir la réponse, c'est ça que mais j'attends, moi. sur l'esclavage, Mhm. j'ai dit qu'il faut des réparations, les mettre en place sur le terrain juridique. Je vais vous dire rapidement, je fais la différence. Justement, vous parlez de Black Lives Matter. Black Lives Matter, c'est bien évidemment dans la réalité et la dynamique de George Floyd. On est d'accord? Oui. Bon. Maintenant, dans la réalité et la dynamique de George Floyd, il y a des policiers blancs qui ont étouffé et assassiné un homme noir. Mhm. Je ne vais pas, moi, descendre dans la rue et voir mes frères et sœurs blancs avec qui je donne des cours de salsa, avec qui je partage un dîner, lui dire, mais t'es coupable. Mets ton genou à terre. T'as pas envie, tu mets pas ton genou à terre. Moi, personnellement, je mets pas mon genou à terre pour toutes les causes du monde. C'est pas ce dont on parle. Ce dont je parle là maintenant, c'est quand on parle d'infantiliser et de dire le noir doit. Parce que quand bien évidemment, la dynamique de réflexion intellectuelle de l'homme noir fait dire, ben, à un moment donné, il y a eu l'esclavage, où il y a eu le colonialisme et aujourd'hui le néocolonialisme, et en vertu de ça, il faudrait qu'on se sépare, ou en vertu de ça, vous nous devez quelque chose, c'est de ça qu'on parle. On n'est pas en train de parler de Black Lives Matter et le fait qu'on demande à des footballeurs de se mettre à genoux, ça n'a aucun sens, ça. Mais c'est ce qui s'est passé. Mais non, mais ça, on s'en fiche. Mais Moi, c'est ce qui s'est passé. mais c'est pas là-dessus, mais c'est pas sur cette réalité-là qu'on tu parle. dis que tu t'en fiches. Attends, Mais comment c'est ce qu'on demande à Kevin De Bruyne de se mettre à genoux? Il l'a fait. moi, je te parle pas de ça. Bon, on parle C'est de pas ça. mon problème. Mais c'est peut-être pas ton Est-ce qu'on problème. peut répondre à des... Ce que moi, je crois avoir compris, avant de vous céder la parole, ce que je crois avoir compris, c'est qu'il y a un point de divergence, c'est que moi, je me retrouve dans les deux positions un peu opposées. C'est qu'effectivement, le discours aujourd'hui, le procès du dit homme blanc, a tendance parfois, hélas, dans bien des cas, à servir d'excuse à un certain nombre d'entre nous qui refusent de regarder en face leur médiocrité. Je suis un peu Mhm. brutal, hein, mais en gros, c'est on ne peut pas y arriver, c'est parce que l'homme blanc, l'homme blanc, l'homme blanc. Oui, mais toi, qu'est-ce que tu fais au quotidien pour exceller? Est-ce que tu te formes? Est-ce que tu deviens un expert? Est-ce que tu te retrousses les manches? Est-ce que tu t'organises? Ah non, c'est d'abord le blanc. Donc je pense qu'il y a cet effet pervers. Je ne dis Mhm. pas que l'intention première, c'est effectivement de se dédouaner et de dire le blanc doit tout faire. Néanmoins, il y a quand même cet effet pervers. Mhm. Et je me souviens d'un de mes échanges avec le tonton de Mota qui s'inscrivait un petit peu dans cette dynamique-là. Mais moi, j'aimerais, à moins que vous vouliez rebondir là-dessus, ou pas forcément. Sur Pas- ce sujet, alors c'est un sujet complexe évidemment, mais je dirais que ce qui arrive à l'échelle de l'histoire ne peut pas ressembler par nature à ce qui arrive à l'échelle individuelle. Quand vous parliez de crimes, tout ça. Je veux dire, regardez l'histoire de l'Europe. L'histoire de l'Europe, c'est un continent qui s'est battu
pendant mais des Siècle. siècles et millénaires. C'est là où il y a le plus de batailles, c'est là où il y a le plus de ravages, de massacres. Je peux vous raconter alors, même en France, hein, lorsque Louis XIV envahit, par exemple, la Franche-Comté, Mhm. sur une population de 500 000 habitants, il n'en reste plus que 200 000 à la fin. Il y a plus de 300 000 personnes qui se sont exilées, massacrées, etc. Je peux vous parler de tous les massacres en Vendée, etc. Il y a toute notre histoire est comme C'est ça. très violent. Elle est très violente. Le dieu de la guerre, c'était le dieu idolâtré des Romains, Mars. Bon, c'était pas le seul, hein. Les Romains idolâtraient beaucoup de dieux, mais donc nous sommes issus d'une histoire très violente dans laquelle, si on passait notre temps à vouloir des réparations à droite à gauche, on ne s'en sortirait pas. Et ce qui a fait la grandeur de l'Europe, justement, à mon avis, c'est justement que chaque peuple, au bout d'un moment, des personnes à aller voir pour récupérer des réparations et à se retrousser les manches et à accomplir ce que un philosophe allemand a dit, à savoir concentration signifie attraction. C'est en se concentrant sur soi-même qu'on attire les autres et qu'on se développe, etc. Et pas à chercher tout le temps que l'autre répare, que l'autre soigne, et que finalement le salut vienne de l'autre. C'est tout ce que je dis, moi. On peut discuter évidemment de l'impact très fort de l'esclavage sur les populations africaines. On peut en parler aussi du côté du monde arabe, qui a duré bien plus longtemps et qui a été beaucoup plus grand d'un point de vue On en parle, mais quantitatif. surtout à la librairie avec elle. Voilà, on en parle. hein, et je crois que ça, c'est très politiquement incorrect, mais bon, il faut quand même regarder ça en face. On peut en discuter. Mais je pense que c'est n'aider, je veux dire, ni les Européens, ni les Africains, que, encore une fois, de pousser cette idée que le salut vient de l'autre. Voilà. Moi, je vais vous dire, je ne considère pas que le salut vienne de l'autre. Je suis assez centré pour savoir que le salut vient de nous-mêmes. Mais je ne suis pas dans la lutte. Je suis dans la réconciliation. C'est ça qui est important. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on est... Mais moi aussi, hein. oui, je ne parle pas de vous. Comme Alain Soral. Si Soral est dans la réconciliation, alors je suis de son côté, mais peut-être qu'il ne pense pas comme nous. Ce que je veux dire, c'est que moi, je ne peux pas m'empêcher de dire que je suis un être humain noir, de culture occidentale et plus précisément de culture française. Je suis passionné par la langue française. C'est le pays qui m'a vu naître, c'est le pays qui m'a permis de développer mon intellect. Et qu'en même temps, je suis profondément français, mais je me sens profondément guadeloupéen, et donc par ce truchement, je suis profondément africain. Et donc, je suis le mélange de tout ça. N'en déplaise à la fois celles et ceux qui me diront « mais pourquoi tu te sens français ?» et celles et ceux qui me diront « mais pourquoi te crois-tu français ?» N'en déplaise. Je suis cette identité, ce qu'on dit le cas, mouvante et hybride. Une identité, pour moi, c'est une identité qui est mouvante. Néanmoins, je ne suis pas dans la lutte. C'est-à-dire que je ne peux pas et je ne me permettrai pas de combattre Julien Rochdy en tant qu'homme blanc. Je me permettrai de le combattre à travers sa pensée. Idem pour Maître Beko, eux-mêmes pour Monsieur Ludovic Herman Wanda. Mais ce que je dis, c'est qu'à un moment donné, pas dans la lutte, mais dans la réconciliation, il faut donc se mettre d'accord avec tous les compartiments de notre histoire. Si on est capable de se glorifier de ce qu'a pu faire les Grecs et de ce qu'on a pu apporter, si on est capable de citer Voltaire, si on est capable de parler de tous ces grands hommes, on doit être aussi capable de dire qu'à un moment donné, dans notre histoire commune, il y a des méfaits qui ont été faits et qui méritent un certain nombre de choses. Maintenant, de dire que on doit être dans une dynamique de dédommagement pour un certain nombre de choses pour ce crime précis. Ça ne veut pas dire qu'en même temps, on dit aux gens, attendez, restez dans votre côté et puis attendez la médiocrité. Vous comprenez ce que je veux dire? Ce que je suis en train de dire, c'est que... Je trouve, pour mettre les pieds dans le plat, oui. Je vous le dis en toute honnêteté, je trouve que beaucoup d'Africains se complaisent dans ce discours pour éviter de regarder leurs responsabilités en face. Alors, je trouve ça, moi, d'un point de vue d'Européen, je vous le dis, et j'ai pas peur de vous le dire. Je trouve que vraiment, et pas que des Africains d'ailleurs, hein, j'entends ça aussi beaucoup dans le monde arabe, indistinctement. mais là, on parle de... il y a cette facilité avec laquelle, finalement, ça c'est même un mème sur Internet, hein, dès qu'un Africain a un point de côté, c'est de la faute du méchant blanc. S'il y a des pays qui ont du mal avec de la corruption, qui ont du mal à se développer, c'est forcément de la faute des méchants blancs. Je trouve que c'est une facilité. Il y a deux réalités personne. dans ce que tu dis. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des logiques de domination dont on peut parler, qu'il n'y a pas des logiques économiques, etc. Bien sûr. Hein. Responsabilisation. Mais il y a une infantilisation de l'homme africain, et souvent par l'homme blanc, l'homme blanc gauchiste, mais par lui-même aussi, du coup. Parce que homme blanc continue de me donner, quoi. C'est ça. En gros, ça donne cette sensation. Vous évoquez le complexe d'infériorité qu'on dénonce et qu'on essaie de déconstruire. C'est aussi l'objet de notre... C'est aussi pour ça que je suis là à discuter avec vous, parce que je sais que vous n'êtes pas dans cette logique-là, et qu'on pourrait avoir justement qu'on a cette discussion et qu'on va avoir la réconciliation dont vous parlez, précisément parce que moi, je veux parler à des hommes, en fait. J'ai envie de parler à des hommes, c'est-à-dire, et pas à des enfants. Très bien. Mais pas sur nous. Mais pour aller dans votre sens, en fait, c'est extrêmement difficile d'avoir une discussion d'égal à égal, parce qu'il faut se départir de deux complexes. Le complexe de supériorité, qu'on peut vous prêter, mais que je ne pense pas que vous ayez,
Après lecture Moi, de... j'aime ma civilisation, mais c'est pas pour autant que c'est pas dans une logique raciste. Je crois qu'aimer sa famille et sa civilisation en premier lieu, c'est quelque chose que tous les hommes et les peuples devraient Moi, j'ai pas eu avoir. le sentiment de lire Gobineau. Non, J'ai pas le sentiment de lire un homme qui dit que la race blanche est supérieure aux autres, comme on peut le Si. dire d'autres. Bah si, pardon. Attends, Non, mais c'est écrit dans le livre. hop, attends. non, c'est pas du tout ce que je dis. C'est pas de cette façon. Moi, je veux lire un passage, si vous voulez. Et moi, je suis là-dessus, c'est nos points de divergence. Moi, je prône le complexe de supériorité, donc je ne vous fais pas ce procès. Mais par contre, c'est écrit dans le livre. Alors, en conclusion, hein, vous dites, j'en viens, voilà. Et en plus, c'est fait de manière subtile, puisque c'est, bon, je lis le passage, 313. Penser qu'éliminer les plus forts fera disparaître l'oppression est une illusion, mais ils sont nombreux à vivre de cette illusion de nos jours. Les Alors, plus forts. alors non. C'est pas que- Alors, je me cache pas derrière mon petit doigt, c'est le fil rouge de cette discussion. Donc, évidemment, moi, j'aime particulièrement ma civilisation. Ouais. Je pense qu'elle est absolument brillante. Ouais. J'ai envie qu'elle continue. Donc, si on appelle ça un sentiment de supériorité, pourquoi pas? Mais c'est pas, pour moi, c'est pas aussi simple que ça. Simplement de l'amour de ma famille, de mon peuple, de ma civilisation. Mais les plus forts. Et là, sur cette phrase précise, Mhm. c'est pas tout à fait en fait ce que je dis. Je dis que dans la philosophie de gauche actuelle, dans la philosophie en gros de la critique de Mhm. la domination par nature vient de la force, Mm. puisque sinon il ne devrait pas y avoir de domination. Donc ça, c'est plus une critique de cette philosophie gauchiste qui consiste à dire que Donc vous il faudrait, reprenez il qualificatif. faudrait, voilà, Ok. il faudrait éliminer la force pour que d'un coup la domination disparaisse. Ok. Alors qu'en réalité, Ah, c'est la ça, domination, théorique. voilà, c'est Ok, ça. Alors d'accord. qu'en réalité, la domination est diffuse Mhm. et que si vous supprimez la force, supposons la force européenne, Ok. vous aurez dans la minute une autre force. Ok. Elle sera peut-être chinoise, asiatique, indienne, africaine, j'en sais rien, mais il y aura d'autres forces. Mhm. Le monde est traversé par les volontés de puissance, là on en revient à Nietzsche. C'est- Et c'est- c'est pas parce qu'on aura éliminé la prétendue oppression occidentale que d'un coup le monde sera une farandole, chacun main dans la main et avec l'égalité complète. C'est ça que je veux dire dans cette phrase. C'est intéressant parce que là, vous avez fait un rajout. Et c'est ce que les gauchistes racontent en permanence. Hein. J'entends. Vous avez fait un rajout, les guillemets, qui n'apparaît pas dans l'ouvrage. Mais je vais prolonger mon propos sur. Je reviens à la rationalité, parce que c'est un point central qui, Parce que pour moi, moi j'ai encore. pas pu développer mon argument. Parce que tu as rebondi sur le complexe de supériorité. Ouais. Et moi, je disais que on dit certains disent que vous êtes raciste. Moi, c'est pas ce que j'ai eu le sentiment en lisant votre livre. Moi, j'ai eu le sentiment d'un homme blanc qui aime sa culture, qui aime son identité, qui l'assume, qui l'affirme. J'ai pas senti, après, reprenez-moi, puisqu'on a lu le même livre, j'ai pas senti un racialiste qui met la race blanche au-dessus de tout le monde et qui considère que les autres races sont inférieures. Après, peut-être que je me suis trompé. Moi, j'ai pas lu qu'il considérait les autres races comme étant inférieures, mais je lis quand même il y a cette supériorité. Non, mais Je c'est une lis, supériorité c'est- qui repose sur, Je le lis. qui repose Ouais. sur un amour et une satisfaction. Non, pas que sur un amour, non. Ah bah, Non. ça Parce serait que- peut-être Oui, intéressant de vous c'est à entendre. lui de C'est le dire. c'est pour ça que je Ouais, viens c'est et pas je sur un on va lui remettre. Non, mais moi, Il est présent. j'assume encore une fois. Voilà. Pour moi, la civilisation européenne occidentale Mhm. a accompli des prouesses sur le plan scientifique, le plan intellectuel, le plan artistique, qui est du jamais vu dans l'histoire. C'est une réalité de toute Et façon. c'est Il y a pour des moi, athlètes c'est une d'histoire. réalité. Après, Mhm. on peut en discuter, mais c'est pas Non, très important. non, À partir de là, j'aime effectivement cette civilisation et je veux qu'elle continue, c'est tout. non, non. Et je suis plutôt dans une logique, dans mon école de pensée, ethno-différentialiste. C'est ce que j'allais dire C'est-à-dire à que la pour Bernard moi, Ligan. oui, totalement. Je n'ai absolument, enfin, j'espère en tout cas, déjà je suis catholique, Ouais. donc j'espère ne pas avoir de haine. C'est un sentiment qui m'est étranger et que je ne veux pas avoir. Je n'ai pas de haine vis-à-vis des autres cultures et au contraire, c'est même d'ailleurs assez particulier parce que je suis aujourd'hui dans le camp des prétendus racistes, Mhm. alors que je suis sûr qu'à un autre siècle, j'aurais été un de ces Grecs qui serait allé découvrir la culture des étrangers parce que ça me passionne, ça m'intéresse justement de découvrir des. Et si je disais à un ami que s'il y avait un livre qui était écrit qui sont les Noirs, qui sont les Africains, et s'il y a une vraie réflexion autour de de l'identité africaine, je serais le premier à le lire parce que ça m'intéresse. Vous savez pourquoi Donc c'est pour ça que je suis pas, je crois dans la haine et dans le racisme, mais en revanche je suis ethno-différentialiste dans le sens où je crois aux âmes collectives. Mhm. Et partant de là, bah oui, je pense que c'est mieux que chacun ait son topos, son ethnos et son logos pour développer différentes fleurs dans l'humanité. Je reviens, merci, vous me Exactement. tendez la perche. Chacun et son logos. Donc on revient à la rationalité. Et je pense que ça aussi, c'est un angle mort, comme diraient les Camerounais, qui apparaît dans l'ouvrage autour du chapitre consacré aux Juifs, qui vient à la fin. Vous expliquez que finalement, l'identité juive, l'identité occidentale ou blanche, aujourd'hui, c'est l'objet d'un quiproquo. En définitive, c'est plus ou moins la même identité, grosso modo.
Et qu'il faudrait un Voilà. livre entier pour pouvoir éclaircir Voilà. ce quiproquo. Ouais, En tout ouais. cas, voilà, vous évoquez la notion de quiproquo. Bon. Et là, c'est pour ça que j'ai convoqué la volonté de déconstruire le terme blanc, parce que précisément, d'un point de vue visuel, entre vous et un juif ashkénaze, C'est pas différent. il n'y a pas de différence. Mhm. Pourtant, dans l'identité, dans la culture, que ce soit occidentale, catholique, chrétienne ou juive, il y a une vraie différence. Ça, c'est un premier point. Dans le prolongement de ce premier point, la convergence de ces deux identités renvoie au rapport au logos, à la rationalité. Et là, je fais référence à un auteur dont vous avez mentionné l'une des philosophies de l'existentialisme, même si vous rajoutez constructiviste, donc Sartre, qui, dans Réflexion sur la question juive, il écrit « Le rationalisme des Juifs est une passion, la passion de l'universel. Et s'ils ont choisi celle-là plutôt qu'une autre, c'est pour combattre les conceptions particularistes qui font d'eux des êtres à part. La raison est la chose du monde la mieux partagée. » Il ne s'agit pas de logos occidental, logos asiatique, non. La raison est la chose du monde la mieux partagée. Elle est à tous et elle n'est à personne. Et un peu plus loin, il rajoute « Le juif se considère comme un missionnaire de l'universel. Il y a chez lui une sorte d'impérialisme passionné de la raison. » Donc, à travers ce passage et d'autres, pour ceux qui étudient, la particularité du judaïsme, c'est cette quête de la rationalité. Vous l'avez évoqué parfois, notamment dans votre dernière capsule dédiée au livre d'Éric Zemmour, où vous mettez de côté le Talmud. Et bien précisément, dans l'étude du Talmud, dans les yeshivas, c'est la culture de la rationalité. Et si le judaïsme et les juifs ont pu s'inscrire dans une sorte de parallèle ou d'avancée commune avec les occidentaux, avec l'élite occidentale, c'est qu'ils ont en partage ce culte de la rationalité. Et c'est là où se situe la notion d'universel, qui n'est pas, hélas, encore aujourd'hui, étendue aux quatre coins du monde, où l'illettrisme règne, où le dogmatisme règne, ici ou là. Ça, Erwan, ça nous mènerait beaucoup trop loin, je pense, dans la discussion. Mais oui, les Juifs, là où c'est intéressant, je vais pas totalement développer maintenant, mais là où c'est intéressant, c'est que, En gros, c'est la place. le judaïsme s'est hellénisé En gros, ma question, énormément, c'est la avec place de la Philon rationalité. d'Alexandrie, etc. Et en fait, même le Christ arrive à un moment de l'histoire des Juifs, un moment où, avec l'ère hellénistique, les Juifs sont très hellénisés, sont très grecs, et ont pu justement, par la discussion, donc une longue vieille discussion, les Phéniciens, les Égyptiens, les Grecs, etc., ont pu accéder à cette idée de la rationalité, de la raison, et il y a une tentative de rationalisation de la religion au sein du judaïsme avant même que le Christ arrive. Et ce qui après, ça va se développer dans le christianisme, qui lui le christianisme cherchera toujours à allier foi et science, foi et raison. Enfin, jusqu'au 18e, à la Renaissance, où après il y aura quelques petits problèmes évidemment. Mais en tout cas, les grands penseurs chrétiens, eux, chercheront toujours à associer foi et raison. Ce qui ne sera pas le cas dans toutes les religions, et par exemple dans l'islam. En gros, la Euh, question, c'est celle-ci, c'est pour la résumer. Parce que c'est vrai que vous avez dit sinon on va aller trop loin. C'est finalement, et c'est peut-être le procès qu'on vous intente, ce que vous considérez comme étant l'identité blanche, c'est tout simplement la nature humaine axée autour de la rationalité, que les Occidentaux ont su se saisir, C'est une hypothèse. et qu'en parallèle, les Juifs ont cultivé aussi, comme les prêtres égyptiens, comme aujourd'hui les Asiatiques. Donc finalement, Comme c'est- les musulmans l'ont fait. voilà, C'est comme un les vrai musulmans rapport aussi, dans voilà. la Donc en religion gros, c'est musulmane. la Ils rationalité, ont la foi et la l'étude science. de la Seulement, rationalité. on rejetait avec les mutazilites les tentatives d'accord entre la foi et la raison dès le 9e siècle. Et c'est d'ailleurs Ouais, ce qui mais explique la foi et la différence raison, mais ils développement. ont une vraie approche entre la foi et la Ah science. oui. Non, ils ont traduit les philosophes grecs, ils ont récupéré les chiffres indiens, etc. Il y a eu, je vous dis, des tentatives, mais la tentative profonde dans l'islam a été tentée au 9e siècle, cette conciliation totale entre foi et science, et ça a été rejeté par le courant fidéiste. Donc justement, les orientaux, et avec Mais l'islam, qui n'est sont qu'un partis courant. sur une autre. Oui, mais un Mais qui est pas courant, le un courant. courant qui est devenu majoritaire, qui est devenu dominant. Et puis après, il y a plein d'autres histoires, notamment le rapport à l'imprimerie. Ce qui est extraordinaire, quand l'imprimerie arrive en Europe, l'Église catholique déclare à travers le Concile de Latran que c'est un don de Dieu, Ouais. tandis que dans le monde islamique, gouverné par les Ottomans, Sélim Ier interdit immédiatement l'usage de l'imprimerie et condamne à mort tous ceux qui l'utiliseraient. Il faudra attendre le XVIIIe siècle pour que dans la Turquie se développe enfin l'écrit égyptien auquel nous revenons. Mais c'est une thèse intéressante que vous pourriez développer, l'idée que cette raison serait finalement une qualité presque neutre,
Voilà, euh, exactement. et, Est-elle neutre ou est-elle vers le fruit de laquelle chaque humain? certains peuples iraient, plus ou moins. C'est ça. Ce sera intéressant. Quand on dit neutre, c'est-à-dire elle germe, elle est en chacun d'entre Elle nous. germe entre. Voilà. C'est ça que vous C'est la êtes en train de divinité dire. d'être. En gros, pour moi, ma thèse, L'esprit humain est plastique, donc évidemment, je l'ai dit, d'ailleurs, il y a pas, il y a- dans notre discussion, tout individu peut être doté de raison, à moins qu'il soit complètement déficient intellectuellement. Maintenant, on a pu voir à travers le véhicule de la civilisation européenne l'usage de cette raison poussé à son extrême d'ailleurs, et jusqu'à l'absurde même. Moi, j'avais une question par rapport à votre ouvrage. Euh, Pour vous, être français, c'est d'abord être blanc ou être français, c'est uniquement un mode de pensée avec notamment liberté, égalité, fraternité? Qu'est-ce que c'est qu'être français pour vous? Oh bah, comme toutes les identités réelles, c'est des identités profondes qui viennent de loin. Et donc, on ne peut pas résumer le français à un contrat qui serait passé avec une La entité République? administrative et des valeurs. Moi, quand j'entends parler des valeurs françaises, je réponds toujours, mais c'est quoi une valeur française? Ça veut rien dire. Les valeurs françaises, c'est des valeurs d'humanité. Tous les peuples ont pu les avoir à différents degrés. Alors, il y aurait beaucoup plus une âme française que des valeurs françaises. Et si. En fait, il y a des Français Ouais. de souche qui ont créé la France, l'entité France. Ces Français de souche, d'ailleurs, remontent à très loin. Puisque le gros de la population de l'ethnos français n'a pas changé depuis plus de 4000 ans, il faut le savoir. mais le mot France vient quand même d'un groupe minoritaire, les Francs. Mm. Bien sûr, mais Donc, qui était génétiquement extrêmement et culturellement extrêmement proche des Celtes qui occupaient d'abord le territoire français. Génétiquement, mais Au néanmoins, quand niveau même, des haplogroupes et tout ça, c'était ils étaient extrêmement génétiquement similaire. très proches, mais est-ce que culturellement, ils l'étaient vraiment? Bah, c'était les mêmes origines culturelles, puisque c'était les Indo-Européens. Alors, bien sûr, les populations gallo-romaines avaient bénéficié du christianisme, Mais et là. pas encore les Germains, mais très vite elles se sont converties. Et d'ailleurs, Mais la c'est vitesse à néanmoins, laquelle elles se mais sont converties c'est pas si explique qu'il y avait un homogène que lien. ça. C'est pas si, néanmoins, Non, c'est mais pas si homogène que ça. c'était les mêmes peuples. J'en ai parlé. Ces trois grands peuples qui forment tous les Européens, bah, après, se sont divisés en différents statuts politiques et différentes cités, nations, et se sont fait la guerre en permanence. Mm. Non, mais c'est pour ça qu'il y a toujours des variations, il y a toujours des nuances. Mais C'est Toujours des justement pour dire ça. mais Il y a l'identité des française nuances. vient de ça. Après, vient de ça. Exactement. Et après, elle a cru, à partir du particulier du 18e, mais en fait, c'est une longue histoire, encore une fois. C'est que l'État français, enfin, la France est construite comme un État à laquelle on adhère, où on est forcé d'adhérer d'ailleurs très souvent, parce qu'on parle des colonies. Je vous rappelle quand même que bah, moi je suis ardéchois, finalement je suis français que depuis le XIIIe siècle, sous Philippe le Bel. Il y a plein de... Je vous parlais de la Franche-Comté sous Louis XIV. Il y a eu beaucoup de territoires franco-français sur l'Hexagone qui ont été colonisés en réalité pour être intégrés à l'espace D'où français. la question sur l'identité française ou Je l'âme. vous rappelle les guerres des Albigeois, Bien etc. Bien sûr. La Bretagne. La véritable question, c'est Lorraine. bon, moi, je suis d'origine guadeloupéenne, est-ce que je suis français ou est-ce que un Africain d'une deuxième génération, malienne ou sénégalaise, est-ce qu'il est français? Bah, de fait, il est français de manière administrative. Pour vous, pas de fait, Et- pour vous, par rapport à. Et il est issu de la culture française. Ça se voit quand vous parlez des Martiniquais, des Guadeloupéens, on sent qu'ils ont été dans le bain culturel français. Donc, un des Manière bains de la sénégalaise, je civilisation pense aussi. européenne depuis Mhm. plus longtemps. Donc, c'est-à-dire qu'ils ont subi Mhm. des empreintes de cette identité blanche dont je parle. Donc, évidemment, il y a cette identité ensuite mixte entre une trame africaine et une trame européenne. Mhm. Parce que ça fait 200 ans que vous êtes enfin, je dis vous, les Guadeloupéens, les Martiniquais, vous êtes dans ce mélange-là. Mais un Sénégalais, un Il y Malien. a des incidences, des empreintes Mhm. venant du monde blanc. Exactement comme une personne d'origine immigrée, s'il est sorti de sa famille, j'en connais, hein, sorti de leur famille, par exemple africaine, et qu'ils sont adoptés dans des familles blanches, qui sont à l'école des blancs, etc., bah, se mettent à du coup avoir des empreintes sur eux de cette longue histoire européenne. Exemple, Tanguy David. Après, est-ce que, Ouais, mais- je l'ai dit, hein, est-ce que cela peut marcher à échelle de peuple, à échelle C'est là que des j'allais- peuples entiers? Voilà, c'est moi, c'est Je la question. ne le crois pas. C'est là que j'allais y venir, parce que je pense que ce qui va vous différencier, vous, et n'hésitez pas à m'interrompre si je ne me trompe pas, ce qui va vous différencier, vous, Julien, d'un blanc de gauche, c'est pour vous, être français, avec toute l'histoire qui va avec, c'est d'abord être blanc, avec une logique conservatrice par rapport à l'histoire de France. Or, celui qui est à gauche, il va te dire, être français, c'est pas une couleur de peau, c'est des valeurs, c'est des principes. Ce qui, Et du coup, qui ne signifie strictement rien. oui, mais c'est pour ça que j'ai bien posé le cadre, pour qu'on puisse vraiment vous distinguer. Ce qui veut dire que être français, c'est des valeurs, des principes. On est invisible à la couleur de peau.
on ne fait pas attention à la couleur de peau. Ce qui fait que demain, si en France, il y a 90% de la population qui est noire, ce n'est pas un problème. Là où pour vous, ça serait un problème. Mhm. C'est pour ça que je dis que Parce que c'est une négation des identités collectives, négation des empreintes, négation des racines, négation des peuples et mensonge en fin de compte. Parce que on vous dit aussi, si vous aimez la France, vous êtes français. Mais moi, j'aime le Japon. Est-ce que je suis japonais? c'est pour ça que c'est intéressant Les d'avoir. valeurs, j'ai les valeurs sénégalaises. Alors, je suis sénégalais. C'est pour ça, Ça n'a pas de bon, sens. en c'est fait. pour ça que c'est intéressant d'avoir ce débat aujourd'hui, parce que vous appartenez à une Courant. partie, à un courant, merci, qui affirme quelque chose de clair, dans le sens où il y a une identité, que l'immigration doit venir de manière, on va dire, Contrôlé. parcellaire Ouais. et pas majoritaire, pour ne pas venir basculer un ordre établi qui doit être conservé. Si Tout je... à fait. Et c'est Je un crois- débat je- qui remonte même à la Révolution française avec le courant d'un côté de Maistre, Bonald, Tout à fait. voilà, Tout et à de fait. l'autre aujourd'hui Ernest Renan. Mais moi, justement, Et je vais juste aller au bout de mon raisonnement, s'il te plaît, mon frère. Parce que pour moi, c'est très important. Parce que c'est là, après, on dit raciste, pas raciste. c'est l'identité ethnique ou identité universelle. C'est pour ça que pour moi, le racisme, c'est d'abord une logique de supériorité ou d'infériorité. Moins de conservation, de préservation. Mais ça ne devrait même pas être que pour toi, c'est ça la définition du mot raciste. Aujourd'hui, le débat fait que si quelqu'un dit moi, je suis d'origine congolaise, je suis né à Kinshasa, je suis français et je suis très attaché à mes origines. Si demain au Congo, il y a 90% de blancs et 10% de noirs, ça va me poser problème. Je suis honnête. Mais parce que vous êtes véridique. Bah, Il y a non, mais peu moi, de je suis gens qui honnête. sont véridiques. Moi, je ne souhaite pas à l'autre ce que j'aimerais pas qu'on me fasse. Mais autour de la table, on est tous d'accord. Non. Moi, je suis convaincu. Non, mais c'est pas En pour France, on n'a mais- pas. Ah, non, d'accord, Mais d'accord. vous l'êtes. Non, Il y a mais plein de on- gens qui ne. C'est pour ça que c'est important. Combien de sur une- personnes, il faut dire les choses telles qu'elles sont, il y a combien de personnes d'origine immigrée sont dans ce double discours et cette hypocrisie de dire non, non, il n'y a aucun problème pour qu'on soit là, il n'y a aucun problème pour qu'on transforme des quartiers, des villes entières. Mais en revanche, si ça devait se passer au Maroc ou en Algérie, alors là, je serais le plus nationaliste. Voilà. En gros, dire, chez eux, ils sont d'extrême droite et en France, ils votent LFI. quoi. Exactement. C'est pour ça que je dis Je trouve que cette hypocrisie n'est que trop puissante aujourd'hui en France. Et Est-ce que vous pensez vraiment que quand ils s'expriment, vous pensez vraiment que quand un Marocain s'exprime, un Sénégalais, un Malien, ou en tout cas un homme ou une femme de l'immigration s'exprime, vous pensez vraiment que leur but, c'est de dire, il faut que pour utiliser un terme zémourien, il faut que je procède au grand remplacement et que Non. 80%... Ah, ok, je pose C'est la pas ce que question. je dis. Certains Mhm. peuvent être comme ça, mais je sais pas ce que j'ai dit. Non, ce que je dis, c'est qu'il y a des. C'est qu'en fait, moi, je n'aime pas le double discours. J'aime pas. À l'époque, on critiquait les Juifs, vous savez, qui étaient en Israël, qui étaient Barès en Israël, Oui. c'est-à-dire des très nationalistes. Juste. Puis quand ils étaient en France, c'était SOS racisme, la gauche, etc. Ce double discours, je ne le supportais pas. C'est le procès qu'on attend à BHL notamment. Exactement. Dès qu'ils sont en Israël, c'est Barès et Maurras. Et puis dès qu'ils sont en France, c'est SOS racisme et Mitterrand. Eh bien, aujourd'hui, on le voit chez des personnes d'origine immigrée. Ça vote LFI, ça vote Mélenchon, ça vote à gauche, et ça ne supporte pas qu'un Français soit fier de son identité et de ses racines. Mais en revanche, quand ils sont dans leur pays, ah bah là, ils sont d'extrême droite totale, quoi. C'est la défense de l'identité algérienne, fierté d'être algérien, nationalisme, etc. c'est ça. Et bien ça, ce double discours est insupportable, comme tout double discours d'ailleurs. Mhm. Et moi, je veux discuter avec des gens véridiques, en fait, D'accord. comme je discute avec. C'est pour ça que je prends le temps de poser le cadre, parce que ce qui était une évidence pour toi n'est pas forcément une évidence pour les téléspectateurs, parce qu'il y a une culpabilité par rapport à ça. C'est-à-dire que on va vous culpabiliser en disant que vous êtes un raciste si vous avez des positions mesurées à l'endroit de l'immigration. En disant pas d'immigration zéro non plus, mais pas d'immigration 100%. Donc dès qu'on arrive avec un discours nuancé, tout de suite, on arrive sur une position, c'est un raciste, anti-noir, anti-arabe. Alors que dans nos pays d'origine, on n'accepterait pas qu'il y ait une vague de Libanais, une vague de Chinois, une vague de Français qui arrivent et qui occupent les postes à responsabilité. Et en tant En tout cas, c'était une réalité. Je suis contre la colonisation. Je trouve que la colonisation est effectivement un crime contre l'humanité, bien que malheureusement c'est l'histoire qui le veut, parce que les peuples cherchent des dominations. Mais moi, dans ma philosophie, je veux justement que tous les peuples puissent vivre selon leur culture, leur identité, et puissent être préservés. Et là, je viens sur un sujet, puisqu'on a eu l'occasion d'échanger au téléphone et qu'on allait parler d'immigration de maturité. Et je trouve que la droite, ou la droite identitaire, a un angle mort, pour reprendre mon frère camerounais, c'est sur le patronat. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on parle d'immigration, on parle du délinquant qui va éventuellement violer une femme, et ça c'est inadmissible, personne ne cautionne le viol, je le dis même en tant qu'avocat pénaliste, moi je suis complètement là-dessus. Mais on va pas s'attarder sur les causes structurelles qui permettent cet appel d'air et qui font Je le qu'aujourd'hui... fais, hein.
Comment? Moi, je le fais. Peut-être vous, mais en tout cas, au niveau Dans de. ma philosophie, je cherche à passer le ménage, à faire le ménage chez moi, peut- avant d'accuser les autres. peut- Les problèmes de l'immigration sont en grande partie, pour l'essentiel d'ailleurs, liés à des problèmes internes, des logiques économiques, des logiques morales, des logiques variées qui viennent des Blancs. Donc avant d'attaquer la personne d'origine immigrée, je veux d'abord m'occuper de mon propre peuple. Julien, Voyons-moi. je suis content de vous l'entendre dire. Ah non, mais Ce que je dis, c'est que sur les plateaux télé, quand on fait des débats sur l'immigration, déjà, c'est comme en général, quand il y a un débat sur le voile, il n'y a pas de femme voilée. C'est assez rigolo. Mm. Mais nous, il ne traverserait pas l'esprit de faire un débat sur le blanc sans qu'il y ait un représentant de cette communauté. Par respect. et pourtant il y a ce genre de débat maintenant. Hein. Oui, mais pour vous dire que nous, on est dans une logique de cohérence. C'est-à-dire que Ouais, s'il y a un débat c'est pour ça qu'on discute. Hein. sur le blanc, pour moi, il faut qu'il y ait un blanc sur le plateau pour qu'il puisse donner son point de vue. Or, aujourd'hui, quand on regarde BFM ou CNews, il peut y avoir un débat sur l'immigration, il n'y a pas de personne issue de l'immigration. Il peut y avoir un débat sur le voile, il n'y a pas de personne qui porte le voile. Mais alors, justement, dire que dans cette même logique, pourquoi j'ai aussi écrit ce bouquin? C'est très intéressant ce que vous dites là, parce que de plus en plus, des personnes alors de gauche ou des personnes racisées, mais qui participent à ces mouvements de gauche, cherchent à m'expliquer ce que je suis en tant que blanc, cherchent à m'expliquer mon identité. Et je trouve ça aussi insupportable que si moi, en tant que blanc, j'allais vous expliquer ce qu'était l'africanité, etc. Totalement. Moi, je parlais de la Corse, je disais en Corse, j'étais très ami avec les nationalismes. Pourquoi insupportable? Parce que Le bossu ne voit pas sa bosse. non, mais on peut en discuter. Ah non, mais attention. La discussion, évidemment. Discuter, mais Évidemment, pas imposer. discuter. Le point de vue d'un Africain, Ouais, mais pas, le voilà. point de vue d'un Africain sur l'identité européenne m'intéresse. Parce qu'au contraire, cette altérité va m'apporter des Voilà, choses. du relief. C'est pas ce que je dis. C'est m'imposer de me dire aujourd'hui un Français, c'est ça. Ok, j'ai compris. Aujourd'hui, on voit des personnes d'origine immigrée vous expliquer ce qu'est un Français. Exactement. Moi, qui suis français de souche depuis 2000 ans, moi, je n'ai pas de raison de Pas de leçon. donner moi, j'ai pas de leçon à recevoir de ça, c'est tout. Comme moi, je n'oserais pas dire à un Africain, alors je vais t'expliquer ce que c'est que l'africanité, que l'africanisme, etc. Je passerai pour un imbécile. Mais pourtant, on le fait aujourd'hui dans le sens inverse. Et ça, c'est inadmissible. Mais d'ailleurs, juste rapidement, pour vous aujourd'hui, le français existe encore ou le français est un Américain qui s'ignore? Alors, ça, c'est encore un point un petit peu différent. Bien sûr. Que la culture majoritaire en Occident soit la culture américaine, Mhm. ça, c'est un fait. Ok. Mais après, en tant que la culture française dans sa spécificité a perdu de sa superbe. Oui, si c'est là où vous voulez m'amener, bien sûr. Moi, je veux dire sur le patronat, parce que pour moi, c'est super important. Ça part pas. Aujourd'hui, pour moi, on ne peut pas parler d'immigration en résumant l'immigration à la délinquance. Parce que ça existe, il n'y a pas de déni ici, personne ne va pas dire qu'il n'y a pas des immigrés qui sont coupables de délits ou de crimes. Ça, c'est indiscutable. Mais quand on prend l'écrasante majorité des immigrés, sont des forçats du travail. Ce sont des gens qui travaillent dans le bâtiment, dans la sécurité, qui font les boulots dits pénibles. Non pas que les Blancs ne veulent pas le faire, mais que le dumping social a fait que les Blancs se désintéressent parce qu'ils sont mal payés. Ça va plus loin que ça, je vais vous dire. J'ai été très critiqué dans mon milieu quand, il y a 2 ans, j'ai commencé à parler des questions d'écologie et des questions de capitalisme, justement, et notamment dans sa version croissantiste. C'est-à-dire, capitalisme qui cherche toujours la croissance du PIB, au détriment souvent du bonheur et de la santé même des peuples. Et ben, ce besoin d'immigration, c'est-à-dire ce besoin d'être en croissance démographique permanente, parce qu'il faut occuper les boulots, etc. Il faut livrer des sushis avoir à 2 h du des matin. Il consommateurs. faut livrer des sushis à 2 h Plus du que ça, il matin. faut avoir des consommateurs. Mhm. Très important. Cette logique-là du capitalisme, qui pousse donc à l'immigration, c'est une logique croissantiste, comme je l'ai appelé avec d'autres, je l'ai critiquée. Et croyez-moi, je me suis fait critiquer dans mon propre milieu de droite, puisque là, beaucoup de gens ont été dans cette contradiction de on est contre l'immigration, mais on veut la croissance du PIB à tout prix, donc on a besoin finalement de gens. Et bien cette contradiction, encore une fois le double discours dont nous parlions, moi je l'ai mise en avant. Oui. Et je critique le croissantisme de l'économie capitaliste occidentale, européenne et mondiale aujourd'hui, parce que précisément ça amène à ces logiques d'immigration qui sont absurdes. Et c'est pour ça que je dis qu'il y a une malhonnêteté de la part d'un homme comme Éric Zemmour, qui lorsqu'il vient parler d'immigration, jamais il ne remet en Ah, cause c'est le la patronat. priorité. Jamais il prend le temps d'expliquer que les milliardaires qui le financent, qui l'accompagnent, Bolloré, Bouygues, consorts. Il me semble qu'il l'a déjà dit quand même. Que j'ai devant. Non, on tape sur le Non, QTF. je sais pas. On tape Il sur me le semble avoir QTF. déjà entendu que l'immigration avait été utilisée pour faire pression sur les salaires. Il me semble avoir déjà entendu ça. Oui, mais Après, oui, mais on tape sur le QTF en expliquant que celui qui apporte de la chapelle, qui est coupable de vol à la tire ou de viol, c'est le gros problème de l'immigration, alors que celui qui fait venir Bouygues, qui fait venir des milliers d'hommes et de femmes, surtout des hommes. Oui, mais là, cher ami, je redirais le même truc qu'on évoquait juste avant, au niveau de la responsabilisation. L'idée
qu'une économie, qu'une structure, que des grands patrons puissent faire venir de l'immigration ne n'exclut pas le fait de renvoyer des immigrés délinquants Mhm. à leurs crimes Ah et oui, à leur délinquance. oui, Pour moi, l'un n'empêche pas l'autre. ah non, mais moi, Non, et très souvent, j'entends dans un discours de gauche qui me dit, alors, tout ce que font les immigrés, ce n'est pas grave, parce qu'en fin de compte, c'est quand même de la faute du patronat et de l'homme blanc. ah non, moi, Ça, Non, ils disent pas ça. Non, moi, je responsabilise. j'entends pas ça. on entend ça. Ah, Ouais, moi, je responsabilise. Moi, je responsabilise les deux camps. Voilà. Autant le Ouais, moi, ça me patronat, va, alors. autant le patronat que l'individu. Ok. C'est-à-dire que l'individu a sa part de libre arbitre, n'en déplaise à Bégodeau. Mhm. Et du coup, il est responsable de ce qu'il fait et de ce qu'il ne fait Et pas. c'est très important de croire, au moins dans son mythe, à ce libre arbitre et à cette notion de responsabilité, parce que sinon, il n'y a plus de. Mais moi, je vais aller un peu plus. Je vais juste finir sur le patronat. Attends, s'il te plaît, si je peux te permettre, Bécoq. Mais ici, moi, je te dis, même ce qui est important, c'est que effectivement, il y a des délinquants issus d'immigration, mais ce ne sont pas les seuls, ce ne sont pas des seuls violeurs, parce qu'on met toujours le doigt là-dessus. Mais j'irai plus loin dans ma réflexion en disant que moi, je suis d'accord pour que la France, notre pays, n'accueille pas toute la misère du monde. Mais ce faisant, il faudrait aussi que nous ne soyons pas les édificateurs de la misère des autres. C'est-à-dire que on n'accepte pas et on ne peut pas accepter de prendre tout le monde, mais en contrepartie, il faudrait que nous arrêtons d'organiser en Afrique ce que nous faisons, d'ailleurs par le biais J'allais de dire, Bolloré, la France-Afrique. voilà, avec la France-Afrique, Alors, et donc on- d'exploiter et de créer cette misère chez les autres. On terminera là-dessus, parce que Ouais. je dois vous quitter D'accord. malheureusement. Après, j'ai une dernière question. Oui, bien sûr. Donc, Je dirais juste une chose sur ce sujet. Je me suis renseigné sur la question du rapport entre l'économie occidentale et l'économie africaine, parce que j'ai été élevé dans cette idée que l'Occident appauvrissait l'Afrique, exploitait l'Afrique, etc. Je me suis aperçu que, pour ce qui est de l'Europe, sur un PIB de 17 000 milliards d'euros, il n'y avait que 300 milliards qui étaient imputables au commerce entre la France et l'Europe, c'est-à-dire 1,7%, même pas 2% de commerce, pour un revenu positif pour les Européens de 0,1%. Ce qui signifie que l'Afrique contribue à la richesse européenne pour moins de 2%, voire seulement 0,1 à 2%. Donc, je pense encore, et là, c'est peut-être que ça nous opposerait, mais j'ai malheureusement pas le temps d'avoir ce débat purement économique. Je vous dirais juste qu'à mon avis, c'est un énième avatar de ce discours qui renvoie la faute sur les Blancs, parce que je pense que les Africains auraient bien mieux à faire à. D'abord, j'aime pas leur dire quoi faire, mais en tout cas, de pas continuer dans ce discours. Si l'Afrique est pauvre, c'est de la faute de l'homme blanc. Non, c'est pas. Il y a eu c'est des pas logiques sûr que ça. coloniales, il y a Ouais, des logiques capitalistes et de domination, je le conteste pas. qui Mais existe. quand on regarde ce qui Ouais. se passe aujourd'hui d'un point de vue économique, Non, la mais contribution africaine à l'économie européenne est très très faible. comment Et on n'est plus dans cette logique. Non, mais l'important, c'est que là, vous nous parlez d'Europe et des 17 milliards. Comment s'articule? Moi, je parle notamment, quand on parle de France-Afrique, on ne parle pas d'Europe-Afrique. On parle de France-Afrique. C'est une nationalité française, pas européenne. Le rapport de la Pologne avec l'Afrique, ce n'est pas le même que la France et l'Afrique. Juste du contraire, on n'a jamais trouvé de Polonais coloniser ni le Mali, ni le Sénégal, ni l'Algérie ou quoi que ce soit. Prends la monnaie, le franc Voilà. CFA, Jusqu'à Paul Walker, on n'a jamais vu ni un réseau, Ça, je suis d'accord. ni une grosse société française être au Niger et exploiter l'uranium Niger pour de doper et pour permettre nos pays simplement de pouvoir se chauffer. Donc en réalité, c'est pas si simple que. Mais je vous dis ça en tant que ça. qu'être non différent. Non, Je suis un décolonial finalement. Voilà, mais c'est ce qui est intéressant. intéressant. On aura ces discussions, j'espère. J'espère qu'on pourra le faire. Donc c'était important justement de ne pas rentrer dans ce simple fait Europe et de dire que c'est. Dans ce que je voulais juste, Voilà. c'est juste ça. Je pense qu'effectivement, il faut mettre à plat ces relations nord-sud. Il faut qu'on regarde les choses. Sortir du franc CFA. Sortir du franc CFA. Et les bases militaires françaises, les bases militaires Je suis d'Ossovalo. d'accord avec ça. Je suis d'accord. Magnifique. Je suis un décolonial. Mais Magnifique. je voulais juste vous dire, attention, parce que certains d'entre vous, en tout cas peut-être pas vous, se cachent derrière ce discours Bien encore une fois pour expliquer. alors, moi, je vais vous poser une question, je puis dire, d'ordre un peu métaphysique, qui pour moi, C'est ça. voilà, qui renvoie à la question initiale. C'est de réclamer du catholicisme tout à l'heure, si je dis pas de bêtises. Oui. Bon, qui croyait en Dieu. Oui. Ok. Pour vous, est-ce que Dieu intervient dans les affaires humaines? Alors là, on est sur. Je prolonge ma question, comme ça, deux questions en une. Si vous estimez que Dieu intervient dans les affaires humaines, considérez-vous que la potentielle extinction ou disparition du dit blanc serait le fruit ou l'expression d'une volonté divine compte tenu de la barbarie qu'il a semée, et ça renvoie à la phrase de Susan Sontag que j'ai évoquée en introduction.
donc, qu'il a évoqué. Est-ce que ce serait un châtiment du divin que de voir l'Occident mourir même de l'intérieur, sachant qu'il y a un mouvement qui pousse de plus en plus de femmes dites occidentales à ne pas avoir d'enfants, qu'il y a un dérèglement interne, que les gens ne croient plus, notamment la France, qui est devenue le royaume de l'athéisme après avoir été la fille aînée de l'Église. Donc, pour vous, est-ce que vous y voyez dedans une manifestation divine ou pas? Non, alors l'action de la Providence sur Terre, bon, les lois du Seigneur sont impénétrables, donc il est très difficile de l'interpréter. Mais vous, On pourrait aussi dire aussi que le royaume terrestre, c'est le royaume du diable, donc après tout ce qui arrive sur Terre peut être aussi beaucoup déterminé par des actions diaboliques et par le mal. Moi, ce que je sais, c'est qu'en tant que chrétien, on doit chacun d'entre nous essayer de faire du mieux que nous pouvons. Voilà. Après, Dieu donne la victoire, c'est Dieu qui donne, hein. Dieu donne la victoire, Dieu donne le succès, Dieu donne la richesse, la prospérité, la santé de sa famille, etc. Ça, effectivement, on n'est pas maître, mais on doit chacun d'entre nous essayer de faire du mieux que nous pouvons autour de nous, pour nos familles, nos communautés, nos pays, etc. Donc, après tout, ce que la Providence souhaitera pour mon peuple, ma famille, ou même moi qui peux me faire écraser tout à l'heure en traversant la route, ça, c'est pas de mon ressort. Mais je veux faire de mon mieux, et après, Dieu jugera. donc, vous ne vous êtes pas inscrit dans cette lecture? Non, je ne crois pas que les Blancs soient entachés d'une culpabilité ontologique, si c'était ça Ok, la question. c'était la question. Merci d'y avoir répondu de manière aussi franche. En guise de conclusion, est-ce que vous, enfin, pas est-ce que vous pouvez adresser les uns les autres, hein, évidemment, un message à la nouvelle génération, à cette nouvelle France Black Blamber, comme on dit, hein, notamment. Est-ce que vous voulez leur adresser un message en tant que blanc, en tant que français, en tant que catholique, peu importe, en tant qu'humain? Voilà. Ouais, c'était la fin de mon message, essayer de faire son mieux pour son pays, sa communauté, sa famille et sa propre vie. Et je pense que, puisque j'entends beaucoup parler d'Afrique, j'entends beaucoup parler de justement de pays, d'Algérie, de Maroc, qu'il serait peut-être mieux qu'on puisse avoir, dans de nouvelles relations repensées, là je suis d'accord, et bien que chacun puisse rejoindre son pays d'origine, se retrouver ses racines, sa famille et ses généalogies, et avoir un monde vraiment divers qui pourra négocier, échanger, communiquer. À mon avis, c'est ça la vraie richesse du monde. Donc, Voilà. une ode au séparatisme. Oui, parce que je pense que les sociétés, on n'a pas pu en parler, mais je pense que les sociétés multiculturelles, On en parlera. pour ça qu'on toujours des sociétés multiconflictuelles, hélas. Ok, très bien. Moi, j'aurais pas grand-chose à dire, si ce n'est qu'il me semble important d'être en mesure de nuancer nos propos, de prêter attention aux sensibilités intellectuelles de chacun et de ne jamais oublier que c'est la pensée, la nuance et l'élite de la pensée, et que par conséquent, rien n'est jamais aussi simple qu'il ne le paraît. Voilà. Assez. Moi, je dirais, procurez-vous le livre. Il est intéressant. Ça va vous permettre de comprendre des choses sur une pensée qui est celle de M. Rochdy. Que vous soyez d'accord ou pas d'accord, là n'est pas le sujet. C'est un ouvrage qui est intéressant intellectuellement, qui va vous permettre de comprendre certaines choses et surtout qui va vous donner de la matière pour mieux comprendre votre identité et mieux comprendre une autre identité. N'ayez pas peur de confronter votre point de vue, n'ayez pas peur de penser par vous-même, essayez de vous affranchir des injonctions, des diabolisations, des interdits, des culpabilités. Soyez curieux, lisez de tout, au sens vraiment de tout, c'est-à-dire des auteurs blancs, des auteurs arabes, des auteurs noirs. Le génie n'a pas de limite, n'a pas de sexe, n'a pas d'origine. Vous avez des femmes et des hommes qui sont brillants dans toutes les communautés. Inspirez-vous d'eux, nourrissez-vous de leurs réflexions, prenez le meilleur, écartez le pire, et gardez votre singularité. Ça, c'est vraiment mon injonction première. Merci. Que rajouter à ces belles conclusions? Pas grand-chose, évidemment, excepté ce petit élément. Pour saisir la profondeur et la pertinence et la portée identitaire de cet ouvrage, il faut, à mon sens, lire l'ouvrage qui permet d'une certaine façon de contrebalancer également, celui de Kémy Séba, Philosophie de la panafricanité fondamentale, qui est vraiment un écho. Les deux font ode du virilisme identitaire dans une logique assumée de séparatisme. Donc c'est très intéressant de mettre en parallèle ces deux ouvrages avec au centre, l'un comme l'autre, le goût de la rationalité, le goût de l'élévation, voilà, de l'effort, très loin de la victimisation. Sur les autres questions, évidemment, nous n'avons fait qu'effleurer, couvrir des débats. Rassurez-vous, nous n'avons nullement la prétention, voilà, nous avons nullement la prétention de détenir le monopole de la vérité. La vérité, comme vous le savez, en tout cas je l'espère, c'est une œuvre inachevée. En revanche, ce que nous avons démontré aujourd'hui doit tenir lieu de jurisprudence à la nouvelle génération.
Libérez-vous du sectarisme, du séparatisme idéologique qui pousse les uns et les autres à se replier sur eux-mêmes, à ne pas entendre les arguments opposés, à s'enfermer dans une vision simpliste qui, elle, précipite vers l'affrontement que personne ici autour de la table ne veut. Personne autour de la table ne souhaite l'affrontement, ne souhaite la fameuse guerre des races dont semble rêver Éric Zemmour. C'est ça la librairie africaine. Prendre son destin en main en prenant la lecture en main, se confronter, compte tenu des parcours divergents avec les uns et les autres. Vous avez vu que ce n'était pas 3 noirs contre un 10 blanc. Il y a eu des divergences à gauche, à droite. Au nom de la collégialité, au nom de la rationalité. Ainsi va la librairie africaine. Lire pour construire, lire pour s'élever, lire pour réfléchir ensemble ou mourir. Je vous dis à très bientôt.